Bonjour à tous et bienvenue à la troisième séance des webinaires Grande Culture du MAPAC. Nous sommes présentement 205 personnes en ligne et d'autres vont probablement s'ajouter. Merci beaucoup pour votre intérêt et pour votre participation. Mon nom est Julie Brault, agronome conseillère en Grande Culture au MAPAC à la Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour ce webinaire. Je serai accompagnée par ma collègue et co-animatrice Stéphanie Mathieu, conseillère en grande culture au MAPAC en Montérégie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je tiens également à souligner la présence de notre conseillère en communication, Amélie Labonté, qui est entre autres notre grand Manitou Zoom ce matin. Les webinaires Grande Culture ont été préparés en remplacement des journées régionales d'information organisées normalement dans chacune des régions. Ils sont organisés par le MAPAC et la tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'Expansion PME en Montérégie. Voici un bref aperçu du déroulement de l'avant-midi. Notre première conférence sera présentée par Mme Vicky Villiard qui traitera d'alternatives à l'utilisation de pesticides. Cette conférence sera suivie d'une courte pause, question de nous dégourdir un peu. Nous aurons une deuxième conférence vers 10h10 présentée par Muriel Bournival sur l'intégration du contrôle mécanique des mauvaises herbes en régie conventionnelle. Il est prévu que le tout se termine à 11h. Voici maintenant quelques informations et consignes à suivre pour le bon déroulement du webinaire. Vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont fermés et qu'il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, une zone clavardage est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il s'agit d'un symbole de bulle. Selon la version Zoom que vous avez, cette fonction peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Vous ne pourrez pas le faire de vive voix. Pour permettre à tous et à toutes de voir vos questions, nous vous demandons d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte en bas dans un petit menu déroulant. Après chaque conférence, il y aura une période de questions. À ce moment, ma co-animatrice identifiera les questions qui se trouveront dans le clavardage et les posera aux conférenciers qui répondront de vive voix. En raison des contraintes de temps, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. Dans ce cas, vous pouvez écrire vos questions par courriel à l'adresse suivante, webinaire au pluriel avec un S, gc@mapac.gouv.qc.ca. Il est important de spécifier le nom du conférencier à qui vous adressez votre question. Le conférencier ou la conférencière se fera un plaisir de vous répondre plus tard. Les présentations seront bientôt disponibles sur le site du MAPAC et l'enregistrement du webinaire sur la chaîne YouTube du MAPAC. Sans plus tarder, débutons par la première conférence qui portera sur les alternatives à l'utilisation des pesticides. Elle sera présentée par Mme Vicky Villiard. Mme Villiard est agronome et travaille au Club agro-environnemental Durasol Drummond depuis 2001. Elle a développé une expertise en agriculture biologique, notamment grâce à une formation en agriculture biologique complétée en 2011. Elle est membre de différents comités techniques, dont la commission de phytoprotection. Depuis 2009, elle fait partie de l'équipe de conseillers régionaux en phytoprotection offrant le service de mentorat. Vicky, je te laisse la parole. Merci, Julie. Bon matin à tous. Je vais partager mon écran ici. Julie, tu me confirmes que tout est correct? Si je n'ai pas de tes nouvelles, c'est parce que tout est beau.
Bon matin à tous. Dans le fond, ce que je veux mentionner avant de débuter ma conférence, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une possibilité qui s'adresse à tout le monde. Ma présentation est plus en fonction d'ouvrir à différentes possibilités qui sont possibles d'être réfléchies ou du moins améliorées dans le but de diminuer l'utilisation des pesticides ou du moins d'en maximiser leur utilisation. Surtout considérant que 2022 nous amène une augmentation des coûts d'utilisation des pesticides, ça peut être intéressant à ce moment-là de voir des alternatives. Je tiens à mentionner que quand je parle de pesticides ici, évidemment, ça va être plus axé au niveau des herbicides. Fait que, comme on peut voir ici sur la publicité qui date de 1953, ça fait au moins près de 70 ans qu'on cherche à combattre les mauvaises herbes. Ça ne date pas d'hier, mais les alternatives aussi à ce moment-là, ils ont évolué dans le temps. Fait que même si c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, bien, on voit que la solution n'est pas encore à son maximum parce qu'il y a encore des alternatives qui sont regardées dans le but de diminuer l'utilisation des produits chimiques, d'améliorer le contrôle des mauvaises herbes et d'avoir le moins d'impact possible sur le rendement final de notre culture. À la base, bien évidemment, on se tourne vers la gestion intégrée des ennemis de culture. Quand on parle de GIEC, dans le fond, c'est d'y aller plutôt à titre préventif que curatif parce qu'en y allant en titre préventif, bien, on est en mesure de mettre en place différents systèmes qui vont nous aider à diminuer la banque de mauvaises herbes ou diminuer l'impact des mauvaises herbes sur le rendement de la culture principale. Fait que ce soit au niveau des cultures, que ce soit au niveau du travail de sol, du désherbage mécanique, bien, à ce moment-là, on peut se garder comme option le désherbage chimique comme j'allais dire comme solution, si on veut, là, de dernier recours, étant donné qu'à ce moment-là, il y a plus d'impact au niveau de l'indice de risque sur l'environnement ainsi que sur la santé de l'applicateur. Quand on parle de désherbage, évidemment, il faut quand même s'entendre sur le stade de la culture. Fait que soit le maïs, céréales, soya, c'est toujours bon d'avoir en tête le bon stade de la culture afin de maximiser l'utilisation du désherbage, que ce soit un désherbage mécanique ou chimique. Fait que c'est toujours bon de se référer au stade de la culture et d'avoir le bon stade en tête. Fait que ici, bien, il y a des tableaux avec l'identification, comme dans le maïs, au niveau des feuilles. Quand la dernière feuille sortie recourbée est comptée, mais avant ça, non. L'impact d'un bon désherbage, c'est sûr que ça va être le but, ça va être de diminuer la population de la mauvaise herbe dans le but de limiter la banque de mauvaises herbes qui va s'établir au niveau du sol. Fait que ce qu'on veut, c'est diminuer la banque de graines qui va être au niveau du sol dans le but de ne pas augmenter la problématique dans le temps. Fait que ce qu'on va chercher, ça va être dans les différentes cultures, ce qu'on va chercher à avoir comme contrôle, ça va être par exemple dans le maïs, avoir un bon contrôle entre 2-3 feuilles ainsi que 8 feuilles. Dans le soya, on parle de 1 à 3 feuilles trifoliées. Fait que quand on a ces stades-là en tête, c'est plus facile à ce moment-là d'aller chercher une technique de désherbage qui a un bon contrôle et qui va diminuer l'impact sur le rendement. Justement, si on parle de l'impact des mauvaises herbes, si on se fie au guide agronomique des grandes cultures de l'Ontario, ben, c'est important de savoir que selon notre mauvaise herbe, ben, il peut avoir un impact plus ou moins grand sur le rendement de la culture finale. Fait que dans ce cas-ci, si je fais simplement prendre le chénopode blanc, le communément appelé le chou gras, ben, on peut voir que dans le maïs, quand on a plus de 5 plants par mètre carré, on peut avoir une perte de rendement de 35 % qui va jusqu'à 38 % dans le soya pour la même mauvaise herbe avec le nombre de 5 plants par mètre carré. Fait que quand on sait quelle mauvaise herbe on cherche à contrôler, puis qu'on sait l'impact que ça a, bien, ça peut mettre en perspective justement la gravité du désherbage qu'on a à faire, à savoir est-ce qu'on l'échappe ou on est plus sérieux au niveau du désherbage. La clé, ben, on ne se le cachera pas, c'est un bon dépistage. Un bon dépistage, ce n'est pas uniquement au printemps quand c'est le temps de faire le dépistage, mais c'est plutôt au courant de la saison au complet. Parce que le dépistage va partir au départ pour savoir c'est quoi les mauvaises herbes qu'on a, qu'est-ce qu'on cherche à contrôler, mais également suite au passage du désherbage, que ce soit mécanique ou chimique, qu'est-ce qui reste? Est-ce que le contrôle a été bien fait? Puis plus tard en saison, est-ce qu'il y a des mauvaises herbes qui vont ressortir qui n'étaient pas là tôt en saison? Fait que le dépistage ou une bonne promenade dans les champs, ça vaut vraiment la peine parce que c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher le maximum d'efficacité de notre contrôle. Quand on parle d'alternatives au désherbage, c'est toujours bien de revenir à la base, qui est la rotation des cultures.
Quand on parle de rotation de culture, évidemment, on va chercher à sortir de la monoculture ou à la limite la fameuse rotation maïs-soya. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la rotation de culture, on va l'avoir de plusieurs façons. Ça va être de maximiser le nombre de cultures, autant des cultures annuelles que des cultures pérennes, aussi des cultures de printemps versus des semis d'automne pour passer l'hiver. Si on permet de mixer tout ça, on va chercher une diversité. Ça va nous permettre de faire des semis à différents moments, mais également de récolter à différents moments. Ça va nous permettre aussi de jouer avec l'espacement entre les rangs. Par exemple, si je prends un maïs au 30 pouces versus une céréale qui va être au 6 ou 7 pouces, ça va être beaucoup mieux. Ça va nous permettre aussi de voir différents développements. Il va y avoir des cultures qui vont se développer plus rapidement que d'autres. Ça va nous permettre aussi de fertiliser différemment d'une année à l'autre. Ça va nous permettre aussi d'avoir une différence au niveau de l'impact sur les mauvaises herbes. Il y a des cultures qui vont favoriser certaines mauvaises herbes versus d'autres. Si on se réfère là, en Ontario, il y a un essai qui a été établi pour déterminer l'effet du précédent cultural. Bien, c'est sûr que sans surprise, le maïs sur retour de maïs, il va avoir plus de mauvaises herbes et en même temps une baisse de rendement de la culture versus un maïs sur un retour de céréales. À ce moment-là, le rendement va être plus élevé, mais il va avoir également moins de mauvaises herbes. En Ohio, il y avait également un essai qui a été réalisé sur 35 ans, dont la rotation et le travail de sol étaient comparés. Qu'à ce moment-là, la densité de mauvaises herbes était 40 plus élevée dans un semi-direct de maïs sur maïs versus un maïs sur un retour de rotation, le maïs avoine-foin, toujours en semi-direct. À ça, bien évidemment, on va faciliter l'établissement de cultures de couverture. Bon, on ne se le cachera pas, il n'y a plus vraiment de secret là, à avoir des cultures de couverture, que ce soit après le récolte de céréales ou tôt au printemps ou en intercalaire dans les cultures. Il y a toujours un effet positif à faire une couverture de sol. Le but étant de cacher justement le sol, de faire une bonne compétition au niveau soit de la germination ou de l'établissement des mauvaises herbes. À ce moment-là, quand on regarde pour une culture de couverture, on peut toujours y aller aussi en préconisant ceux avec un effet allélopathique, tel la veste velue, par exemple. C'est sûr que la veste velue, son impact va être au niveau de la biomasse qui va être établie. L'inconvénient, par exemple, ça va être son coût d'établissement. La semence va être assez dispendieuse pour avoir un bon établissement. Ce qui va être intéressant, par contre, dans ce cas-ci, ça va être le retour azoté sur la culture suivante. Dans la lecture là, de l'article sur les cultures de couverture, à ce moment-là, ce qui pouvait être intéressant, c'était de mixer la veste velue avec le seigle dans le but d'aller chercher une meilleure couverture et possiblement aussi de diminuer le coût d'implantation. Le sorgho, c'est une autre alternative, peut-être moins exploitée ici, sauf sur les fermes laitières principalement là, dans le but de le donner comme système alimentaire. Par contre, le sorgho va être une culture qui va devoir être semée plus densément si on veut l'utiliser comme culture de couverture versus ce qu'on pourrait faire habituellement. Pour justement avoir le sorgho, ben à ce moment-là, c'est quand même une culture qui est abordable, mais pas nécessairement utilisée à grande échelle ici. Celle-là qui va être plus reconnue, ça va être évidemment le seigle. Le seigle, autant par son paillis qui va être assez une bonne biomasse, dans le fond, va permettre de compétitionner les mauvaises herbes. On parle de 90 là, qui va réduire la population de mauvaises herbes, fait que c'est quand même pas non négligeable. Évidemment, le seigle va avoir un effet suppressif principalement sur les feuilles larges, de moindre niveau sur les graminées ainsi que sur les vivaces. Pour ce qui est de la moutarde, ça va être intéressant pour tous les effets, dans le fond, qui vont être apportés, soit les propriétés insecticides, nématicides, fongicides et herbicides. À ce moment-là, si on veut vraiment maximiser l'effet de la moutarde, on va chercher justement à la faucher lorsqu'elle est en floraison, la hacher et l'enfouir au niveau du sol afin de maximiser là, son impact sur la culture. On ne peut pas passer sous le silence l'effet des légumineuses. Une bonne population de légumineuses va faire également un bon couvert, autant par la biomasse qu'en même temps l'effet avantageux de rapporter de l'azote au système. À ce moment-là, il y a un essai qui a été fait par Adrien, considérant là, différentes légumineuses semées en monoculture, telles le soya, le haricot, le pois sec, la veste, la luzerne, ainsi que le trèfle incarnat. Ça a été comparé avec des associations du blé avec la veste, le trèfle ainsi que le pois, ainsi qu'en intercalaire dans le maïs.
tels la luzerne, le trèfle et la vesse. Bien, suite à ça, c'est sûr qu'il y a eu des observations qui ont été faites qui étaient plus positives pour le contrôle des mauvaises herbes, mais également pour le retour azoté, soit par la vesse velue ainsi que la luzerne en monoculture. Pour le blé et la vesse, c'était aussi une association qui était intéressante. Les légumineuses, évidemment, ont un impact important sur le rendement du blé et du maïs suivant, surtout dans l'ordre qui était la vesse velue, la luzerne en semi-pur, ainsi que la combinaison de blé-vesse ou maïs-vesse est terminée par le soya. Évidemment, ben, écoute, on peut toujours parler aussi du travail de sol et de la lutte mécanique. Quand on mentionne le semi-direct, où est-ce qu'il n'y a pas de travail de sol, ben, on garde en tête qu'il y a toujours les graines se situent principalement à la surface du sol, donc dans le moins de 2 pouces de la surface du sol, ce qui va permettre d'avoir une réduction de leur dormance étant donné qu'ils vont être dans la surface. Ça va permettre aussi de se faire manger par les animaux ou les insectes et il va y avoir une dessiccation des plantules. Évidemment, ben, c'est sûr que le fait d'avoir du semi-direct, ce qu'on va voir principalement, ça va être l'arrivée des vivaces, chose qu'on ne voit pas en système de travail de sol ou du moins à moindre échelle. Quand on parle de travail de sol, bien, que ce soit un travail mécanique comme la charrue qui va enfouir profondément les graines de mauvaises herbes, il faut quand même prendre en considération que si c'est ce même travail-là qui est fait annuellement, bien, on fait simplement alterner la banque de mauvaises herbes. Ça veut dire que l'année qu'on laboure, on la met dans le fond et on la ramène en surface l'année suivante lors du prochain labour. Par contre, ça peut être une alternative intéressante quand on a une infestation majeure, mais avec un travail de sol plus léger les années subséquentes afin de vraiment conserver en profondeur la problématique. Le principal avantage, comme je disais, là, du travail de sol à ce moment-là, ça va être de limiter l'infestation de vivaces dans le champ. On peut également envisager le passage du peigne de haut rotative, les doigts cresses, ou même le sarcleur entre les rangs qui va permettre d'avoir un bon contrôle au niveau des mauvaises herbes, tout dépendant du stade de la culture et du stade de la mauvaise herbe, au courant de la saison ou du moins dans la phase où est-ce que le désherbage va être plus propice pour diminuer la banque de mauvaises herbes. Le fauchage, c'est ce que je mentionnerais en dernier recours là, pour essayer de limiter la quantité de graines qui va être faite sur le plan de mauvaises herbes ainsi que la multiplication de la banque de mauvaises herbes. Au niveau du désherbage mécanique, j'en parlerai pas vraiment, étant donné que Muriel va en glisser un mot plus spécifiquement par la deuxième conférence. Je tiens quand même à mentionner qu'en 2020, il y a eu la sortie des guides par le CETAB des différents types de systèmes de désherbage mécanique qui sont très bien expliqués. Fait que je vous réfère à ce moment-là, allez les consulter. Si on mettait un petit cas concret. Je tiens à mentionner, bon, comme exemple, le chou gras, communément le nom pour le chénopode blanc. Ça va être une plante qui est annuelle, qui va préférer les sols qui sont riches en azote. Ça va être favorisé surtout où est-ce qu'il y a un travail de sol, étant donné là, que l'activation, si on veut, de l'azote va être disponible là, par le réchauffement du sol. Ce qu'on va mettre en branle, ça va être de contrôler le plus tôt possible cette mauvaise herbe-là, étant donné que ça peut produire jusqu'à 70 000 graines par plant. C'est quand même pas rien. Puis la banque de mauvaises herbes peut rester jusqu'à 50 ans dans le sol. Et qu'à ce moment-là, ce qu'on va prévoir, ça va être soit un faux semis dans le but de favoriser la germination de cet annuel-là et la destruction par la suite. Puis, ça va être quelque chose qui va être facilement contrôlé avec le sarclage. Évidemment, on va chercher à faire une bonne compétition du chou gras, soit par une culture, une céréale d'automne, comme le seigle, par exemple. Ça va permettre là, justement de limiter l'implantation, mais également la survie du chou gras. Puis, diminuer l'espace entre les rangs, ça va permettre au printemps d'avoir une bonne compétition pour l'implantation. Fait qu'à ce moment-là, le chénopode va avoir plus de difficultés à s'implanter. Si par contre, on regarde au niveau désherbage chimique, bien, c'est à prendre en considération à ce moment-là que le chou gras, il y a comme une petite poudre blanche dessus, l'effet farineux. Ça, à ce moment-là, c'est ce qu'on représente, c'est du calcium, fait que c'est des cations. Fait que ça va être de faire attention à la dureté de l'eau pour être sûr que lorsqu'on fait l'arrosage, bon, si dans ce cas-ci, on parle du Roundup, bien à ce moment-là, selon la dureté de l'eau, il va y avoir un petit ajustement à faire au niveau de l'application, soit en rajoutant là, du sulfate pour pouvoir aller chercher un meilleur contact produit et feuillage. Si c'est très sec, la plante à ce moment-là va se protéger, fait que
le contact du produit avec la feuille va être plus difficile, donc va être moins facilement pénétrable, fait que l'efficacité va être moins observable. Il faut également respecter, dans le cas du glyphosate, là, le délai avant la pluie. Tout dépendant quel produit on va utiliser, il y a un délai de 30 minutes à 6 heures à respecter. Fait que c'est sûr que si on y va avec un générique qui a un 6 heures de délai avant la pluie, puis qu'on en fait l'application 1 heure avant la pluie, le produit va être lessivé ou dilué. Fait que ça se peut à ce moment-là que l'efficacité soit moins visible. L'efficacité du Roundup diminue avec le mélange de manganèse, étant donné le contact là, avec les ions, cation et ions. Fait qu'à ce moment-là, c'est de le prendre en considération. Pour ce qui est du stade idéal, c'est on va chercher à le contrôler avant qu'il ait atteint le stade 10 à 15 cm. Ça veut dire que plus il va être grand ou plus développé, le contrôle chimique va être plus difficile. Peter Sikema de l'Université de Guelph mentionnait que pour un chou gras de 30 cm, il fallait appliquer la triple dose de Roundup pour contrôler le même chou gras à un stade de 10 cm. Donc, c'est à prendre en considération quand c'est la mauvaise herbe principale qu'on veut gérer. Évidemment, prendre en considération que le chénopode blanc a également des résistances au groupe 2 et 5. Alors, c'est à faire, à garder en tête quand on veut contrôler le chou gras dans ses champs, puis qu'on utilise souvent les matières actives les mêmes. À ce moment-là, il y a un potentiel de résistance qui est à évaluer ou du moins à caractériser pour pouvoir conserver l'utilisation de ces produits-là dans le contrôle chimique. Ici, moi, ce que j'aime faire quand il y a une infestation de mauvaises herbes, j'aime bien regarder pourquoi, qu'est-ce qui cause cette infestation-là. Que ce soit par un travail de sol, la rentrée d'une nouvelle machinerie sur l'entreprise, le patron d'établissement au niveau du champ, est-ce que ça correspond à un fumier qui a été appliqué ou à une application de produits quelconque? Est-ce que ça peut provenir d'une importation de fumier, par exemple? On va le voir avec l'épandage du fumier. J'aime justifier justement la problématique, elle vient de où pour pouvoir mieux la régler. Parce que c'est beau mettre un plaster sur le bobo, mais si on ne règle pas le bobo en soi, la problématique risque de revenir. Si on parle de la prêle à ce moment-là, on le sait que ça va être une culture qui va principalement s'établir dans les zones, les bords de champs ou les zones qui sont humides, ou qui va avoir un moins bon drainage. Fait qu'à ce moment-là, ça va être quelque chose qui est quand même contrôlable avec les herbicides. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que la majorité des herbicides vont contrôler seulement la partie aérienne de la plante. Fait que ça n'ira pas jusqu'au niveau racinaire avec une destruction. C'est une plante qui est quand même, il faut être patient là, pour la détruire complètement. Ce qui a été observé, là, comme on peut le voir ici en 2019, on le voit sur les deux photos de gauche, c'est un producteur qui a fait un travail de sol mécanique à l'automne, puis au printemps suivant, on le voyait, là, c'était coupé au couteau, que l'effet du travail de sol avait eu un excellent impact sur la prêle. La partie qu'on voit là, qui est établie encore, le semi-direct a été fait directement dedans. Fait que, est-ce que c'est toujours une option de penser seulement à l'herbicide pour contrôler les mauvaises herbes? Peut-être que non, justement, ça peut être intéressant de voir d'autres opportunités. La section de droite, là, on le voit ici que la prêle a été détruite simplement par un passage de roue, l'objectif étant de casser les différents fragments de la prêle, fait qu'à ce moment-là, elle meurt puis elle ne repart pas. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on veut utiliser moins de pesticides ou plutôt mieux les utiliser? Ça, je dirais que ça revient à un tableau qui est assez complet, considérant justement l'utilisation des herbicides, à savoir, c'est quoi la mauvaise herbe qu'on veut contrôler. Quand je dis là, habituellement, il va en avoir plusieurs, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus problématiques à gérer? C'est quoi le stade de la culture versus le stade de la mauvaise herbe? Quand on va faire l'application soit d'un pesticide ou à ce moment-là d'un contrôle mécanique, est-ce qu'on est au bon stade pour avoir une réussite assurée? La mauvaise herbe, s'assurer qu'elle est en pleine croissance parce qu'évidemment, s'il y avait un stress, c'est sûr que le produit appliqué, soit un herbicide, va avoir moins d'impact concret ou positif. La rotation des groupes utilisés, chercher à diversifier le numéro du groupe, c'est-à-dire que si je vois avec un groupe 2 dans le maïs, pas y retourner nécessairement l'année suivante dans le soya, mais d'y varier les groupes, mais également le temps d'application, y aller avec un prélevé versus un post-levé. Traitement précédent, c'est bon de le prendre en considération pour être sûr qu'on va jouer avec des produits qui sont différents, appliqués à différents moments également.
Forfaitaire, ben, ce que je fais affaire avec quelqu'un qui utilise toujours les mêmes produits. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, si je veux sortir un petit peu de l'offre de produits, ben, ça va être de magasiner autre chose ou peut-être de lui proposer à utiliser autre chose. Les options de désherbage, est-ce qu'on a pensé à faire un travail de sol ou faire un travail mécanique pour contrôler un désherbage plus tard en saison? Le moment du désherbage est important. Est-ce que les conditions sont propices pour le faire? Est-ce que je respecte les normes établies sur l'étiquette? Les restrictions de rotation, dans ma rotation de culture, est-ce que le produit que je veux utiliser va avoir un impact sur la culture établie, soit à l'automne, comme exemple une céréale d'automne, ou l'année suivante? Le suivi après le traitement, hyper important. De valider si le traitement que j'ai fait a bien fonctionné, puis si oui, à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose s'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, le valider tout de suite pour savoir qu'est-ce qui fait que l'effet n'a pas été obtenu comme prévu. Est-ce que j'utilise le bon produit et la bonne dose? S'assurer que la mauvaise herbe qu'on cherche à détruire se retrouve bel et bien sur l'étiquette. La quantité et la qualité de l'eau, c'est sûr que c'est important, ainsi que le choix de la buse. La météo, s'assurer de respecter le délai avant la pluie, de s'assurer que les conditions météo sont bonnes. Le type de sol, le pourcentage de matière organique ainsi que le nombre d'UTM, ça peut être des critères qui vont être ciblés sur l'utilisation du produit. Certaines étiquettes vont préciser des matières organiques spécifiques ou des types de sol pour assurer le bon fonctionnement du produit. Respecter le délai avant la pluie. Est-ce qu'il y a un potentiel de dérive? Est-ce que c'est un produit qui peut avoir un impact sur les champs voisins? C'est à prendre en considération, mais en même temps, est-ce que le vent me permet d'utiliser ce produit-là? Est-ce qu'il y a un potentiel de résistance? Est-ce que j'ai observé que les mauvaises herbes étaient moins bien détruites par cet herbicide-là ou ce groupe-là chez moi à ce moment-là, de valider s'il y a une résistance possible? Et l'utilisation des cultures de couverture, bien, c'est sûr que ça va être plus facile de les établir s'il n'y a pas d'effet résiduel dans mon produit ou du moins pas qu'il y ait un impact directement dessus. Réussir son étiquette, réussir son application selon l'étiquette, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire est-ce que l'eau est propre? Dans le fond, la turbidité, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de matière organique ou pas de saleté dans l'eau. Le test là, qui est simple à faire, c'est une chaudière d'eau de 20 litres dans laquelle on met un 25 cents. Si on voit le 25 sous dans le fond, ça veut dire que l'eau est propre. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, de changer de source d'approvisionnement. La dureté, c'est des carbonates de calcium exprimés en ppm. Bien, à ce moment-là, tout dépendant si c'est trop faible ou trop élevé, c'est possible d'utiliser du sulfate d'ammonium dans le but de neutraliser l'eau et de s'assurer du bon contact là, du produit sur le feuillage. Le pH, bien évidemment, la majorité des pesticides vont s'appliquer à un pH qui est plutôt acide, sauf certains, là, comme par exemple les sulfonylurées. À ce moment-là, c'est de valider tout simplement avec une trousse de piscine pour savoir le pH représente quoi. Pour ce qui est du Roundup, bien, de l'eau dure puis de l'eau sale, ça va effectivement affecter les performances du produit sur le contrôle des mauvaises herbes. Je fais ici un petit résumé de quand appliquer l'herbicide parce qu'il faut toujours garder en tête que ce n'est pas toujours de l'appliquer le produit à chaque année au même moment. Souvent, quand on va l'appliquer seulement en post-levé, on va favoriser un potentiel de résistance de la mauvaise herbe. Fait que ça peut être intéressant de le faire soit avant la levée, comme ici, en un seul passage, mais là, ça va être de voir si les conditions d'application et les conditions de la saison le permettent. Est-ce qu'on peut se permettre un contrôle à long terme avec ça? Ça va être à voir. Sûr que ce qu'on observe au champ les dernières années, c'est que le prélevé avec le résiduel fonctionne peut-être un petit peu moins bien étant donné les conditions sèches, mais ce n'est pas à mettre de côté. Il faut toujours considérer l'activation par la pluie dans les 10 à 14 jours suivant l'application avec un 20 à 25 mm d'eau pour être sûr que ça fonctionne bien. Peter Sikemos qui mentionnait, c'est que même s'il y a un délai dans la pluie, de pluie après l'application, l'efficacité peut baisser de 20 % sur les feuilles larges, fait que c'est quand même un pourcentage de 80 % de réussite, fait que c'est quand même pas non négligeable. En post-levé, évidemment, on va parler d'une application mise plus tard en saison. Fait qu'il faut s'assurer que l'impact des mauvaises herbes n'aura pas un effet néfaste sur le rendement de la culture tôt en saison. Idéalement, ici, ça va prendre un producteur qui a sa propre arroseuse pour pouvoir faire le suivi régulier et de permettre d'arroser au bon moment pour ne pas avoir un impact trop grand. Période de sécheresse, évidemment, ça va occasionner un stress sur les mauvaises herbes, donc un moins bon contrôle de l'herbicide.
Quand on parle de pré-émergence suivie d'une application en poste levé, c'est une option qui va être intéressante pratiquement pour toutes les situations. Ça veut dire qu'on va faire une application tôt au printemps, possiblement avec un résiduel, et on peut revenir par la suite en poste levé pour contrôler d'autres types de mauvaises herbes ou des échappées. Fait que c'est une belle façon de contrôler tout ça. Évidemment, ça peut requérir des coûts plus élevés parce qu'on va faire 2 applications et il peut y avoir à ce moment-là un résiduel d'appliquer. C'est sûr que cette technique-là, par contre, va avoir un impact positif là, pour limiter le potentiel de résistance de la mauvaise herbe. Quand on parle de faire un brûlage en semi-direct ou d'aller chercher un brûlage à l'automne, c'est sûr qu'il va y avoir des matières actives qui vont être utilisées plus spécifiquement comme le Roundup habituellement ou le Liberty ou même le Dicamba. L'utilisation de ces matières actives-là va avoir un effet qui est très intéressant parce qu'il est non sélectif ou va cibler certaines mauvaises herbes problématiques. De faire attention à l'utilisation du dicamba pour la dérive potentielle. Comme on peut voir ici, là, en juillet, il y avait une dérive observée de fexapan, qui est du dicamba, qui est 3 semaines et demie après l'application au champ. Fait que ça, c'était le champ voisin qui a été, où a été faite l'application. Fait qu'on a observé la dérive, mais seulement 3 semaines et demie après l'application. Fait que ça a quand même causé un stress au plant. Fait que c'est à prendre en considération dans le choix qu'on en fait. C'est sûr que ça permet là, de limiter le contrôle des mauvaises herbes. Ça nous permet de faire un bon ménage tôt en saison. À ce moment-là, ce qu'on peut voir comme effet positif, ça va être de chercher à contrôler mieux les vivaces annuelles hivernantes. Principalement à l'automne, souvent comme par exemple le pissenlit, ça va être de l'arroser à l'automne pour avoir un bon contrôle parce que les sucres à ce moment-là vont se diriger pour l'hivernation dans les racines, fait que le produit va descendre au niveau des racines, fait qu'à ce moment-là, la plante, on ne la retrouve pas au printemps suivant. Certaines mauvaises herbes là, avec des mix peuvent être contrôlées. Puis, c'est de prendre en considération aussi que certains herbicides appliqués en pré vont avoir un petit effet résiduel, mais également un effet sur le foliage lors de l'application. Bien, comme on peut voir ici, la maîtrise des mauvaises herbes dans le maïs Roundup, on peut voir là, dans la section de gauche qu'on fasse 1 ou 2 applications tôt ou tard en saison versus une très tard en saison pour dire j'y vais simplement une fois et je contrôle tout. Bien, dans la rangée de droite ou la colonne de droite, on voit à ce moment-là l'impact sur le rendement. Fait que l'objectif concret, c'est quoi? C'est d'arroser tôt au printemps s'il y a déjà des mauvaises herbes qui sont sorties ou avec un résiduel pour aller chercher le meilleur contrôle et de revenir plus tard en saison s'il y a un besoin et pour prendre la deuxième levée de mauvaises herbes, contrôler les mauvaises herbes qui sortent plus tard. À ce moment-là, on va avoir un meilleur contrôle et aucun impact, si on veut, sur le rendement versus une seule application tard en saison pour essayer de tout pogner en un seul passage. Au niveau du soya, ça va être la même chose. On va chercher à faire 2 applications. Puis, quand je dis 2 applications, c'est toujours si la deuxième est nécessaire. Si la première a bien fait le contrôle, puis à ce moment-là, on n'a pas besoin de recontrôler, ça peut toujours être une option qui est intéressante. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour diminuer l'utilisation des herbicides? Bien, ça peut être d'y aller avec des traitements d'herbicides localisés, les bouts de champ ou faire un tour de champ. Ça peut être une option qui est très intéressante pour le contrôle des vivaces ou de certaines mauvaises herbes qui vont être établies seulement en bordure de champ. Ça veut dire que faire 1 ou 2 tours d'arroseuse, tout dépendant de la largeur de la rampe, bien, ça va permettre de faire une belle économie au niveau de l'application, mais également au niveau de l'utilisation du produit. Il y a toujours possible aussi d'utiliser la mèche qui va nous permettre de mettre une mèche imbibée de glyphosate et de toucher seulement les mauvaises herbes au-dessus de la culture principale. Fait qu'à ce moment-là, le contact va permettre à la mauvaise herbe d'être détruite. Sinon, il y a le pulvérisateur manuel, mais ça, je dirais que c'est principalement utilisé pour des petites zones, étant donné qu'on n'y va pas à grande échelle. L'arrosage en bande, je vais simplement faire une petite mention ici, étant donné que Muriel va en parler dans sa conférence suivante. C'est évidemment quelque chose qui est intéressant. En semi-direct, on va le moins le voir, étant donné qu'on va chercher à combiner l'arrosage en bande avec le sarclage. Fait que ça va nous permettre de faire une bonne économie, qui est quand même pas non négligeable. Tout dépendant de la largeur de bande qui va être arrosée, comme mettons par exemple un 15 pouces, à ce moment-là, on parle d'une économie de 50 % de la surface traitée. Ça va être une économie de temps parce qu'habituellement, on va pouvoir aussi
le combiner avec la pulvérisation, le sarclage et la fertilisation. Fait que ça nous fait un passage pour différentes étapes. Ça va minimiser ou diminuer le risque pour l'environnement. Évidemment, le produit va être appliqué, mais sur une courte surface et non pas l'entièreté de la surface. On va prévoir une diminution de la quantité d'eau utilisée. On va pouvoir faire 2 fois plus grand avec la même tank. Puis la diminution de la compaction du sol, étant donné qu'on va passer à ce moment-là pour plusieurs étapes en un seul passage. Contrôler la banque de graines de mauvaises herbes, à ce moment-là, c'est des options qui sont intéressantes. Ça va être de faucher les mauvaises herbes avant la production de graines. Habituellement, ce qu'on va faire, c'est principalement dans le soya, étant donné que les mauvaises herbes vont être à 80-95 %, les graines vont être encore sur les mauvaises herbes. C'est sûr que si on le parle de le faire dans le maïs, c'est pratiquement impensable parce qu'à la date de récolte du maïs, les mauvaises herbes ont pratiquement perdu leurs graines, donc le réensemencement est déjà fait. En Australie, là, on parle de chaff lining. C'est toujours au même endroit dans le champ, comme les photos du haut. On voit qu'il y a une bande où est-ce que les graines de mauvaises herbes sont déposées au champ et le semis est refait là-dedans. Fait que c'est toujours ciblé au même endroit dans le champ. Sinon, il y a le Seed Destructor qui est un pulvérisateur ou une moulange dans le fond pour les semences qui permet une destruction de 95 à 99 % et la poussière est retournée au champ. Dans le fond, toutes ces opportunités-là ou ces combinaisons de techniques-là, c'est un peu aussi dans le but de réduire le potentiel de résistance. La résistance, c'est lorsqu'on utilise un même herbicide ou au même groupe de façon récurrente, souvent utilisé avec une monoculture ou une faible diversité de cultures, soit seulement 2 cultures. Ça se manifeste là, surtout sur des mauvaises herbes annuelles parce qu'eux autres, à ce moment-là, ils ont une bonne banque de graines produites. Puis, ça peut être également amené sur l'entreprise là, par la contamination de machinerie ou d'intrants. Fait qu'avant d'en arriver à cette problématique-là, bien, on veut évidemment chercher quelque chose qui va permettre de déstabiliser l'implantation des mauvaises herbes dans le but qu'ils soient toujours en train de devoir se renouveler pour bien s'établir. Fait qu'à ce moment-là, on va diminuer la banque de mauvaises herbes puis on va diminuer leur facilité d'implantation. En date d'hier, c'est la liste des mauvaises herbes qui sont résistantes au Québec. On voit que plus ça va, plus il y en a. Et plus il y en a, mais plus aussi on voit les groupes d'herbicides qui sont ciblés. Le groupe 2, le groupe 9 reviennent, le groupe 5 aussi. Puis là, je ne parle même pas, il y en a des mauvaises herbes aussi qui ont des multiples résistances. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, quand on est rendu là, notre coffre à outils, ça me nuise énormément. Fait que ce qu'on veut, c'est de limiter ce potentiel de résistance-là dans le but de garder plusieurs options de désherbage positif dans notre coffre à outils. S'il y a une résistance possible ou envisagée, bien à ce moment-là, de récolter les feuilles ou les graines, tout dépendant du type de mauvaise herbe, et de l'envoyer au laboratoire d'expertise diagnostique en phytoprotection dans le but d'avoir une confirmation de la résistance ou non. Nouvelle stratégie non chimique. Je vous fais une petite mention ici de ce qui existe. Peut-être pas nécessairement au Québec, mais ce qui se fait, puis voir un peu le potentiel. Fait qu'on a le robot désherbeur Oz, principalement utilisé en maraîcher, étant donné qu'il couvre 1 hectare par jour, mais il y a quand même une autonomie de 8-9 heures pour le désherbage. Il vient avec plusieurs outils là, pour le type de désherbage. Il y a également les semeuses, qui est de broyer là, les mauvaises herbes, les têtes, les ramasser au-dessus de la culture. Fait que ça permet de limiter la banque de mauvaises herbes qui va être produite à ce moment-là. Il y a le désherbage thermique, que ce soit là, au niveau pyrodésherbage, désherbage à l'eau chaude, aux infrarouges. Principalement, utiliser le pyrodésherbage, ça va être quelque chose qui va se faire quand même à une vitesse intéressante. Ça va utiliser le propane comme source d'alimentation. Ça va être une alternative qui est intéressante, là, qui représente un peu comme un herbicide de contact. L'objectif à ce moment-là du pyrodésherbage, c'est d'aller sous le point de croissance pour la flamme dans le but de ne pas avoir un impact sur le plant. Puis, ça va être principalement utilisé là, dans la carotte en prélevé, mais peut être utilisé là, dans d'autres cultures. Puis, c'est compatible avec le semi-direct, mais évidemment, faire attention lorsqu'il y a des bons paillis pour le risque de feu. Le Weed Zapper, intéressant, avec une décharge électrique de la plante qui fait bouillir les cellules et qui les fait éclater. Ça permet d'avoir un contrôle de mauvaises herbes sur le rang, dans l'entre-rang et en fin de saison. C'est simple comme principe, c'est l'énergie du PTO qui s'en va vers la génératrice, puis transformée par le transformateur qui s'en va à la barre de cuivre. Fait que l'électricité est produite et dirigée vers les mauvaises herbes. C'est sûr que c'est non sélectif pour les plantes, fait qu'à ce moment-là, il faut s'assurer de toucher uniquement les mauvaises herbes.
Principalement, les feuilles larges vont fonctionner. Les graminées, étant donné qu'ils ont moins d'eau, à ce moment-là, il faut prévoir passer plus lentement ou repasser dessus. Ça va permettre un bon contrôle de plusieurs mauvaises herbes dans le but d'éviter la production de semences. Sinon, il y a le fauchage entre les rangs. C'est parfait, dans le fond, pour les cultures, exemple, aux 30 pouces. Ça permet d'aller chercher un contrôle de mauvaises herbes sur 24 pouces. Selon l'Université de Cornell, à ce moment-là, des essais préliminaires avaient permis de contrôler les mauvaises herbes dans le soya à un ratio de 60 %. Fait que c'est quand même intéressant. Peut-être l'avenir, les pulvérisateurs là, intelligents, c'est-à-dire que des pulvérisateurs qui vont, par caméra, identifier les mauvaises herbes, à savoir si c'est des graminées, des feuilles larges ou des vivaces, vont arroser seulement lorsque nécessaire aux endroits. Ça va permettre une réduction d'utilisation d'herbicides de 50 à 80 %, fait que c'est quand même une alternative qui est très intéressante au niveau du désherbage chimique. Évidemment, quand on parle de lutte contre les mauvaises herbes, il faut se rappeler que le minimum de 3 cultures avec des cultures d'automne ou des cultures pérennes, c'est même plus une option, c'est quasiment une obligation. On va chercher à introduire des cultures de couverture ou des intercalaires, le but étant de maximiser la population au sol, la densité de culture, dans le but de limiter le potentiel d'infestation ou d'établissement des mauvaises herbes, que ce soit par l'effet allélopathique ou tout simplement pour réduire la croissance ou l'implantation. C'est quelque chose qui est très intéressant à envisager. Puis là, on ne parle même pas des aspects positifs sur la qualité du sol, les micro-organismes, la compaction, le retour sur l'investissement par les éléments fertilisation apportés. Le travail du sol et la profondeur, c'est sûr qu'un travail de sol peut être une alternative intéressante. C'est sûr que quand on parle de semi-direct, les options sont peut-être moins là, mais c'est quand même à garder en considération dans notre coffre à outils. Le choix des herbicides, je tiens quand même à mentionner qu'il y a plusieurs choix, de ne pas toujours utiliser les mêmes groupes, mais l'intérêt du glyphosate appliqué à l'automne, chose que ce n'est pas tout le monde qui fait, mais ça peut faire un bon ménage pour le printemps suivant. Gardez en tête d'utiliser différentes méthodes, soit mécaniques, désherbage mécanique, le travail du sol, la technique de faux semis, le sarclage entre les rangs, le paillis, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, peut-être pas tous les ans, mais des impliqués dans la rotation, ainsi que combiner aux méthodes de culturales, les dates de semis et les taux de semis, si on peut les varier, ça a un aspect positif. Faire des cultures intercalaires, des engrais verts, des cultures d'automne, les céréales d'automne, c'est une bonne possibilité pour bien contrôler les mauvaises herbes, puis évidemment, réduction de l'espace entre les rangs. Tout ça, évidemment, ça va prendre un bon suivi au champ, que ce soit du début de la saison jusqu'à la fin. C'est d'établir ce qu'on veut faire, de faire le suivi de ce qu'on essaie et de voir l'impact que ça a pour dans le but d'améliorer ou de modifier certaines techniques qui sont utilisées, dans le but de diminuer l'utilisation des pesticides en vue de réduire l'impact du potentiel de développement de résistance, mais également de varier nos options de désherbage afin d'avoir un maximum de contrôle. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Vicky. On va regarder si Stéphanie a eu quelques questions dans le clavardage. Merci, Vicky, d'abord pour ta présentation. Il y a une question. Ici, quand on utilise le sorgho comme plante-abri, avez-vous observé un effet négatif sur l'établissement de la prairie? Fait que c'est dans un contexte là, d'établissement d'une prairie. Je ne sais pas si la question est posée par rapport à l'effet allélopathique ou plus au niveau de la densité du sorgho versus l'implantation de prairies après. Ce serait peut-être à préciser directement. C'est sûr que le sorgho, j'allais dire, s'il y a une grande population, parce que si on le fait comme plante-abri, à ce moment-là, c'est de voir aussi c'est quoi le taux de semis qu'on va faire, puis quand est-ce qu'on va l'établir et c'est quoi l'implantation de prairies qu'on va faire en dessous, à savoir graminées ou légumineuses, luzerne ou trèfle. Si c'est l'effet allélopathique, à ce moment-là, moi, je n'en ai pas observé. C'est sûr que moi, ceux qui font du sorgho l'utilisent pur. Il n'y a pas une implantation de prairies en dessous. Mais peut-être préciser plus la question, puis à la limite, je pourrais lui répondre par la suite. C'est bon. Je vais juste vérifier. OK, excusez-moi. L'effet allélopathique. C'est ce qu'on... Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est par rapport à l'effet de... Okay. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut regarder quelle culture va être implantée. Moi, comme je disais, je ne l'ai pas vu avec une implantation de prairie en dessous, fait que l'effet allélopathique, je n'ai pas pu le cibler. Ce serait de regarder, parce que c'est sûr, dans le cas du sorgho, c'est justement la mention spécifique à ça, c'est de valider la culture qui va suivre l'implantation de sorgho pour être sûr que l'effet allélopathique n'aura pas un effet au niveau de la germination.
Parfait. Merci pour cette précision. Il y a une autre question. Pour le glyphosate à l'automne, la plante n'est pas vraiment en croissance. Alors, est-ce que le produit se rend vraiment aux racines? C'est sûr que ça va permettre de se rendre aux racines, étant donné que la plante, la mauvaise herbe, va justement prendre ses énergies au niveau du feuillage et les descendre au niveau des racines dans le but de passer l'hiver. Là, on parle toujours d'automne, mais dans des conditions qui sont optimales. C'est sûr que si on atteint des gelées, l'efficacité va être moins là, quoi qu'on peut le voir quand même l'impact au printemps suivant. Idéalement, ça va être fait dans des conditions qui sont idéales, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de gel ou de stress énorme sur les plantes. Fait que la plante n'est peut-être pas en croissance active systématiquement. Par contre, le fait qu'il y a la translocation des sucres vers les racines, le glyphosate va être transporté en même temps. Donc, on va voir l'effet là, peut-être un peu plus long. Ça ne sera peut-être pas un 7 à 10 jours. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines, mais on va voir quand même l'effet là, sur la plante. Parfait. Merci. Il y a une question de Anouk Caron au niveau de la réduction de l'espacement entre les rangs. Alors, est-ce que c'est plus nocif les herbicides ou les fongicides? Là, je vais expliquer parce qu'on se fait dire que pour diminuer la quantité de fongicides dans le soya pour la sclérotinia, il faut espacer. Là, sa question, c'est lequel on priorise? Fait que c'est sûr que c'est toujours la grosse question. Okay. Là. C'est sûr que si on a un historique de sclérotinia dans le champ, à ce moment-là, je dirais que l'idéal, ça va être d'espacer dans le but de diminuer l'utilisation du fongicide. Par contre, si on y va avec une rotation de culture, ben, c'est sûr que le sclérotinia, si on l'a une année dans le soya, l'année suivante, on va y aller avec une autre culture, donc l'espacement peut être réduit, par exemple, avec une céréale. Là, la question, je sais qu'elle est axée uniquement sur le soya, mais c'est de voir à ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de sclérotinia? Si le champ en est vraiment un champ qui est infesté, à ce moment-là, j'irais principalement pour le sclérotinia parce que la mauvaise herbe va comme tomber en deuxième, tout dépendant aussi d'évaluer c'est quoi le niveau d'infestation de mauvaise herbe qu'on a dans ce champ-là. Parce que c'est de voir laquelle problématique va avoir le plus d'impact sur le rendement. C'est bon. Merci, Vicky, pour c'est toute la beauté réside dans le champ, puis les problématiques sont propres à chacune. Anouk poursuit en disant est-il possible d'avoir plus de données sur les effets allélopathiques du seigle? Y a-t-il des recherches qui se font sur cela en ce moment? On manque de données pour savoir ce qui est affecté, culture ou mauvaise herbe. Dans le fond, est-ce que le seigle a un impact négatif sur la culture ou sur les mauvaises herbes, quelle grandeur du plant, l'enfouissement, les mauvaises herbes les plus touchées, le pourcentage d'efficacité, etc. Je vais peut-être dire qu'on a eu quand même un webinaire qui a porté sur le seigle. Là. Je ne sais pas si Mme Caron a eu la chance d'aller l'écouter, mais en tout cas, je te laisse donner ton point de vue là-dessus. C'est exactement ce que j'allais dire. Je l'inviterais probablement à revoir le webinaire qui a été fait sur le seigle au mois de décembre. Pour voir, c'était très bien détaillé, là, parce que je ne veux pas répondre puis enlever le crédit, là, mais il y avait une belle présentation là-dessus, puis toutes les informations y étaient mentionnées. Fait qu'à ce moment-là, on va être en mesure d'avoir la majeure partie là, des réponses à ces questions. C'est bon, merci. Julie, est-ce qu'on a encore le temps pour des questions? Oui, pas de problème. Ça marche. Monsieur William Van Tassel, est-ce que la veste peut avoir un effet néfaste mais je pense que c'est si elle produit des graines et pousse les années qui suivent, exemple la veste velue? Effet néfaste, j'imagine, c'est la considérer comme une mauvaise herbe, je suppose? Oui, c'est ça, qu'elle réussisse à faire des graines, puis que, ouais. OK. Je ne penserais pas que ce soit néfaste parce que c'est quand même pas une culture qui est très compétitive. L'établissement va bien se faire, mais par la suite, là, au niveau compétition, ce n'est pas quelque chose qui va être très compétitif. Ça dépend aussi de ce qu'on veut en faire, puis ça va être dans quelle culture. C'est toujours de voir l'effet de la rotation parce que là, je ne sais pas c'est quoi la culture subséquente, mais habituellement, quand on va faire une veste pour aller en chercher le maximum de potentiel, on va le faire en pleine saison et non pas seulement à l'automne. Puis souvent, elle va être mixée avec d'autres cultures, fait que ça va être simplement un complément, fait que l'établissement ne sera pas en plein champ, fait qu'à ce moment-là, je ne m'attends pas à ce qu'on ait des plants qui soient vraiment vigoureux au printemps suivant. Parfait. Il y a une question ici. Quelle vitesse d'avancement pour les désherbeurs au propane ou avec décharge électrique? Ça va dépendre des compagnies. Pour ce qui est des vitesses, là, je ne sais pas si je suis...
Je vais juste revérifier parce que là, dans le fond, ça va dépendre des types de machines puis de l'utilisation qui en est faite. Les vitesses sont variables. C'est sûr aussi, ça va dépendre, comme le pyrodésherbage, on parlait de 6 à 8 km/h. Ça va dépendre aussi c'est quoi qu'on a comme mauvaises herbes, si c'est des graminées ou des vivaces ou des annuelles ou des feuilles larges. Fait que si on parle là, du weed zapper à ce moment-là, au niveau des feuilles larges, ça va être plus efficace que les graminées. Fait que les graminées, c'est soit ralentir ou faire même un deuxième passage. Fait que ça va dépendre de la mauvaise herbe, mais également du stade de la mauvaise herbe. Plus c'est petit, plus l'efficacité va être là versus une mauvaise herbe plus déployée. C'est bon. Samuel Potvin, maintenant, est-ce que des tests ont été faits pour contrôler les mauvaises herbes avec un intercalaire implanté avant ou en même temps que l'implantation de la culture principale? Je ne sais pas si on parle d'une culture en rang comme le maïs ou le soya ou d'une céréale. C'est sûr que dans la céréale, c'est possible d'implanter, par exemple, un trèfle en même temps que la céréale qui va amener une belle compétition. Si on parle d'un intercalaire, c'est sûr que l'objectif, mettons dans le maïs ou dans le soya, c'est de ne pas établir quelque chose qui va compétitionner l'établissement de la culture principale. Habituellement, on va voir l'implantation, mais plus tard en saison pour que l'intercalaire reste plus petit, mais se déploie plus vers la fin de la saison lorsque le plant commence à se dessécher. Au niveau des mauvaises herbes, c'est sûr que si on part avec un printemps où est-ce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, pour être sûr de bien réussir l'implantation de l'intercalaire, on va chercher à faire un désherbage chimique ou mécanique, puis suite à ça, il va y avoir l'implantation de l'intercalaire. Mais de dire qu'on va y aller uniquement avec une implantation d'intercalaire, mettons dans le maïs ou dans le soya, là, je ne parle pas de la céréale, pour contrôler les mauvaises herbes, c'est sûr qu'il peut y avoir quand même des mauvaises herbes, mais en même temps, l'intercalaire peut devenir la mauvaise herbe pour l'implantation de la culture principale. Super, merci Vicky. Il y a une autre question ici. Est-ce qu'il y a eu des essais sur le roulage du seigle ou veste velue ou les deux mélangés en régie bio? Là, la personne précise qu'elle sait que le CETAB est en phase de multiplication de semences pour le seigle, pour du seigle pailleux. Donc, on revient à la question sur les essais de seigle. Donc, comment est la survie à l'hiver et à quoi ressemble la date du roulage et le contrôle des mauvaises herbes? Fait que je ne sais pas si tu as des expériences avec cette pratique-là chez tes producteurs, Vicky. Habituellement, le roulage du seigle va être fait là, pour la floraison parce que sinon, ce qu'on va observer, c'est que le seigle va repartir dedans. Là, ici, ce que je comprends, c'est qu'uniquement biologique. Donc, il n'y a pas l'option arrosage avec un herbicide pour bien contrôler le seigle. Fait que c'est ça qui est à conserver parce que s'il est roulé trop tôt, à ce moment-là, le seigle va repartir, va avoir une partie paillie, mais va devenir aussi une mauvaise herbe là, pour la culture principale. Fait que c'est toujours de garder en tête lors de la floraison, à ce moment-là, de faire le roulage du seigle pour être sûr de bien le contrôler. À la limite, il va peut-être avoir quelques échappées dedans, mais la plus grande partie de la population de seigle va être détruite. C'est bon. Puis, par curiosité, est-ce que tu as des producteurs qui le font en conventionnel, qui mettent une culture de couverture de seigle puis la contrôlent chimiquement? Oui, mais brûlé, par exemple. Ça va être arrosé, mais pas roulé. Parce que j'ai un producteur qui l'avait fait l'implantation de seigle avec du trèfle l'automne précédent, dans lequel il a semé un maïs. Puis là, on parle là, que le semis était fait entre les rangs de maïs. Le rang du semis de maïs était fait avec du radis. Puis la destruction du seigle s'est faite plus tard en saison pour bien contrôler en même temps le trèfle. Puis ça a été vraiment une belle opportunité là, pour le contrôle des mauvaises herbes avec le paillis de seigle. Et le maïs n'a pas souffert là, de l'allopathie du seigle, étant donné que le rang de semis était fait en radis. Donc, il n'y avait pas de paillis de seigle ou de seigle sur ça. Puis le paillis, le fait de l'avoir semé, ça a permis au seigle de se coucher. Fait que ça a été un paillis assez dense puis compétitif au niveau des mauvaises herbes. C'est intéressant comme pratique. Maintenant, Robert Rossier, pour un problème de Galinxoga, c'est quoi la meilleure stratégie de désherbage chimique, étant donné qu'il fleurit plusieurs fois dans la saison? Hein? On sait que le Galinxoga, il n'y a pas de dormance au niveau de la semence. Ça, c'est moi qui l'ajoute, là, mais la meilleure stratégie de désherbage chimique selon toi? Puis j'ajouterais peut-être, M. Rossier parle de désherbage chimique, mais peut-être que tu as des options au niveau de la rotation des cultures. Est-ce que tu as des observations par rapport à ça aussi?
Écoute, je vais peut-être être plate, là, mais nous autres, c'est pas une culture c'est pas une plante qu'on a vraiment Vous la ici. cultivez pas. Non, c'est ça, j'allais dire, c'est pas quelque chose qu'on fait profiter dans le coin. Le galinsoga, on n'a pas beaucoup ici, fait que je serais plus apte à dire le coffre à outils, il faut qu'il soit varié. Au niveau du galinsoga, là, au niveau des herbicides, là, je ne veux pas faire de recommandations live comme ça, étant donné que je ne connais pas la rotation, ni le type de sol, ni ce qui est utilisé à la ferme. Par contre, ce que je ferais, c'est de voir justement à peut-être voir avec la rotation de l'entreprise, c'est quoi, puis voir qu'est-ce qui peut être fait pour contrôler le galinsoga justement au niveau compétition, pour limiter son infestation, puis à ce moment-là, le combiner avec une bonne utilisation d'herbicides. Fait que je sais que ça ne répond pas à la question systématiquement. Par contre, il y a des options qui sont faisables, mais là, de le dire comme ça, faire une recommandation, ce n'est pas très complet avec les informations que j'ai là. C'est bon, merci. Oui, j'aurais le goût de compléter, Stéphanie. Bien sûr. Cet automne, la piste de la rotation, c'est bien parce que cet automne, j'ai observé dans un champ de maïs où est-ce qu'il y avait des intercalaires d'heures et gras, que les endroits où est-ce que l'intercalaire était moins bien implanté ou dans les bandes qui n'avaient pas eu le galinsoga était très présent. Puis où est-ce qu'il y avait l'intercalaire de régras, on voyait que ça faisait un certain contrôle parce qu'il y en avait beaucoup moins, puis il était beaucoup plus petit. Fait que ça peut être une bonne alternative là, de faire de la compétition par l'ombrage, probablement, comme Vicky l'a mentionné. Super intéressant. On a une question au niveau de l'asclépiade en semi-direct. Quel serait le meilleur moment pour la détruire? Habituellement, l'asclépiade, on va chercher à le faire peut-être possiblement. Là, on ne dit pas de culture, hein? C'est juste en semi-direct. On ne dit pas de culture, oui, c'est ça. J'imagine que c'est dans le système, là. Peut-être que. Oui, c'est ça. OK. Ça reste assez vague comme description, fait que je serais comme tentée de dire un peu la même affaire qu'au niveau du galinsoga. C'est sûr que c'est plate comme réponse, sauf que je peux difficilement établir une recommandation d'herbicide. C'est de voir un peu c'est quoi la rotation actuelle, puis de voir aussi pourquoi est-ce qu'elle est là. Souvent, c'est quelque chose qu'on peut retrouver peut-être en biologique ou où est-ce qu'il y a un mauvais travail de sol. Fait que c'est de voir si la condition de son établissement est connue, puis à ce moment-là, de voir à jouer sur cette condition-là. C'est bon. Je vais retourner. OK. Une question de Denis Ruel ici. Qu'en est-il de la recherche du côté des herbicides à molécules biologiques? Est-ce qu'il y a un intérêt face à un tel type de recherche? Je ne sais pas si tu as vu des choses là-dessus là, lorsque tu as fouillé pour monter ta présentation. J'en ai vu un petit peu, mais pas à grande échelle, mettons, au niveau grande culture. C'est sûr qu'au niveau biologique, c'est sûr, on va parler de la régie biologique parce qu'un producteur conventionnel va plus ou moins être intéressé par ça. Pour ce qui est des herbicides, c'est toujours une question d'application, de moment d'application du stade de la mauvaise herbe. J'aime bien me référer un peu aux recettes qu'on voit mélanger du vinaigre avec du gros sel pour détruire ça. Ça a toujours un potentiel de fonctionnement, mais c'est de voir aussi c'est quoi les autres options qu'on a. Parce que moi, je n'aime pas mixer, dire je fais une application ou une utilisation de quelque chose, puis il faut que ce soit un 100% de réussite. On le sait qu'habituellement, quand on utilise un produit de désherbage chimique, on vise 80% de réussite. Fait que c'est un peu le même principe au niveau du désherbage mécanique. Si on est capable d'aller chercher un bon pourcentage de réussite, c'est déjà bien en soi. Ce que j'aime bien, par exemple, ça va être de combiner différentes possibilités. Fait qu'à ce moment-là, on va augmenter le potentiel de contrôle de la mauvaise herbe puis aller chercher un bénéfice qui est quand même pas non négligeable, toujours en considérant qu'un produit ne peut pas être la solution à 100%, mais bien de combiner différents produits dans le but de limiter le potentiel, soit d'infestation, d'établissement et diminuer la banque de graines produites en fin de saison. Oui, tu as bien dit tantôt de déstabiliser les mauvaises herbes. Moi, j'aime vraiment ça, cette approche-là, en fait. Je pense qu'on a fait le tour des questions, Julie. Parfait. Bien, merci beaucoup encore une fois, Vicky, pour ta présentation très complète. C'était vraiment intéressant. Donc, maintenant, ça va être l'heure de la pause. Profitez-en pour vous dégourdir un peu. Puis, je vous inviterai à revenir à 10h10 précisément. Merci. Bonne journée. À tantôt, plutôt. Rebonjour. Nous sommes de retour pour la suite de ce webinaire. Nous allons maintenant passer à la deuxième et dernière présentation qui sera réalisée par Muriel Bournival et portera sur l'intégration du contrôle mécanique des mauvaises herbes en régie conventionnelle.
Madame Bournival est agronome depuis 2008. Elle a été conseillère en grande culture biologique pendant 14 ans, notamment au CITAM et au Club BioPlus. Elle a développé une expertise dans la régie biologique en grande culture, dont le contrôle mécanique des mauvaises herbes. Depuis l'année dernière, elle est responsable du secteur bio au MAPAC à la direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière. Muriel, à toi la parole. Bonjour à tous. Oui, mon plan de présentation, dans le fond, je vais commencer dans le sujet. Je vais vous parler d'une bref historique. Je vais vous parler des nouveaux équipements de contrôle mécanique, des stratégies possibles de sarclage au niveau des grandes cultures, en finalisant par différents cas de figure. Donc, dans les années 90, il y a eu une époque où est-ce qu'il y avait plusieurs entreprises qui faisaient du sarclage combiné avec de l'arrosage en bande. Dans le fond, ils arrosaient là, sur une largeur de 10 à 15 pouces ici, combiné avec du sarclage. Le but, c'était vraiment de réduire les applications d'herbicides, ce qui amenait à une économie là, de 28 à 44 là, selon la largeur là, de bande arrosée. Mais l'apparition des cultures transgéniques puis l'avènement du glyphosate a éliminé ces techniques-là du portrait québécois. Par contre, dans le fond aussi, ce que je voulais vous parler, c'est qu'à l'époque aussi, on utilisait pour le sarclage en bande des sarcleurs. Là, je vous en présente un. C'est un sarcleur lourd, un sarcleur qui est difficile à ajuster, un sarcleur plus ou moins précis, puis selon l'ajustement qui peut être porté à lisser le fond du sol. Donc, pas optimal. Aussi, à l'époque, il y avait, à l'inverse, des sarcleurs très légers qui pouvaient être utilisés pour cette technique-là, où est-ce que les dents sont plus ou moins robustes, qui, souvent, selon le type de sol, c'est des dents qui ont de la misère à pénétrer le sol ou qui contournent les obstacles, dont souvent les mauvaises herbes, donc très peu efficaces pour le désherbage mécanique. Puis, toujours à l'époque, il y avait plus ou moins de contrôle sur le rang ici. Donc, c'est ce qui obligeait justement d'appliquer de 10 à 15 pouces au niveau de l'herbicide en bande. Par contre, aujourd'hui, il y a des nouvelles possibilités, je pense, qui ouvrent une nouvelle porte au niveau d'intégration de sarclage mécanique. Premièrement, les équipements sont beaucoup plus sophistiqués. Le cerclage est plus précis. Il y a une diversité d'appareils qui existent sur le marché qui peut répondre à plusieurs besoins. Puis on peut intervenir de manière beaucoup plus localisée. Ce qui a amené ça, dans le fond, c'est principalement dû au fait que maintenant, il y a des systèmes de guidage qui nous permettent d'optimiser la précision. Donc, la plupart des entreprises qui effectuent du sarclage mécanique possèdent un système RTK qui nous permet vraiment de se positionner là, à 1 pouce de manière très précise. Supposons que le planteur a semé, bien, au moment du sarclage, le sarcleur va venir se repositionner, là, au fond, le tracteur va venir se repositionner précisément là où est-ce que le planteur a passé. Puis c'est un système qui a permis grandement d'améliorer la vitesse de passage, la précision, puis la qualité de vie du producteur qui fait du sarclage. Pour les entreprises qui veulent être encore plus précis, ils vont aussi installer un système de guidage par caméra. Dans le fond, la caméra va s'aligner ici sur la ligne de la culture, puis va permettre de repositionner systématiquement l'appareil de sarclage. Pourquoi? C'est parce que le système de RTK, dans le fond, lui, il va positionner le tracteur, mais souvent, malgré que, exemple, le planteur soit porté, il peut quand même y avoir une déviation au moment du semis qui va varier 2 à 3 pouces, qui va enlever la précision. Le fait d'ajuster un système de guidage par caméra va permettre de repositionner toujours la culture en temps réel au moment de l'avancement. Puis pour ça, bien, ça prend un attelage coulissant là, qui va faire déplacer de gauche à droite le sarcleur. Ce qui nous amène maintenant avec des équipements. Dans le fond, les compagnies ont pu innover dans des équipements qui sont vraiment, vraiment très précis, puis où est-ce qu'on peut s'approcher grandement de la culture. Puis ils ont innové aussi en créant des multitudes de socles qui permettent de répondre à plusieurs besoins puis à plusieurs types de cultures. Comme ici, par exemple,
on appelle ça des disques concaves ou plus communément appelés des cutaway, qui nous permettent de passer jusqu'à 1 pouce et demi là, de part et d'autre de la culture. Donc, on s'est rapproché vraiment, vraiment beaucoup depuis l'époque de l'arrosage en bande. Même chose ici, on appelle ça des lames de lièvre qui permettent de passer là, à la surface, mais de venir couper un petit horizon du sol pour détruire les mauvaises herbes là, près du rang, aller jusqu'à 6 à 8 pouces de large. On voit ici là, des équipements qui sont plus robustes qu'autrefois. Justement, les compagnies ont grandement amélioré le système, le pad, même si on appelle encore ces types de sarcleurs-là des sarcleurs légers. Les pads sont beaucoup plus robustes, donc ils pénètrent de façon uniforme dans le sol sans problème, tout dépendamment de la type de sol. Comme ici, on voit c'est un sarcleur qui fonctionne dans l'entre-rang avec des lames de lièvre. Ici, c'est un sarcleur qui est différent, dont l'unité principale fonctionne sur le rang, qui est davantage précis, qui nous permet d'intervenir à des stades très, très jeunes au niveau de la culture. Puis, une des innovations qui a permis aussi d'améliorer la qualité du sarclage mécanique, c'est vraiment les doigts sarcleurs qui font un très bon ménage pour détruire les mauvaises herbes. Dernière apparition d'innovation qui s'en vient sur les planchers québécois, c'est des RC Trail. Ça existe depuis vraiment plusieurs années, mais nouvellement, dans le fond, ça fait quelques années que ça existe en Europe, mais ici au Québec, il y a quelques entreprises qui en ont, puis il va en avoir de plus en plus là, à partir de cette année. On appelle ça des RC à pression constante. Dans le fond, ça ouvre une nouvelle porte de sarclage avec cet appareil-là. Dans les faits, par rapport aux anciennes RC c'est qu'eux, maintenant, la manière qu'ils sont conçus, c'est que la pression, elle va être uniforme pour chacune des dents de peigne, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui a des variations de dénivelé au niveau de son sol, ou bien qui voudrait pratiquer la culture sur billon, mais le doigt de peigne qui est ici va avoir exactement la même pression que celui qui est en haut de la butte, donc le contrôle est beaucoup plus efficace. Fait qu'avec ces nouveaux équipements-là, je pense qu'il y a une nouvelle porte à intégrer du sarclage mécanique. Fait que je vous présente des options. Fait que dans le fond, si on prend une rotation standard, exemple maïs, soya, céréales, une des options serait d'introduire le sarclage mécanique dans le soya. Pourquoi le soya? Bien, c'est sûr que la culture du maïs, c'est une culture qui est un petit peu plus sensible, elle a une tolérance plus faible à la compétition. Puis quelqu'un qui veut s'initier au sarclage, bien, c'est un petit peu plus difficile à sarcler. Dans le fond, c'est une culture un petit peu plus à risque, si on veut. Tandis que le soya, lui, c'est une culture très résiliente. Il y a vraiment beaucoup d'options de sarclage, puis est facile à désherber mécaniquement. Puis le fait de l'intégrer dans une culture, dans la base d'une rotation, mais ça permet, supposons l'année du soya qu'on dit on intègre du sarclage mécanique, ça permet de bénéficier de l'année d'avant ou les 2 années d'avant qui ont eu un contrôle chimique. Même chose pour la céréale, quelqu'un pourrait décider de faire un désherbage mixte, la même chose. La céréale peut avoir ou pas du sarclage mécanique, ça se désherbe relativement bien. Donc, une des options serait d'introduire du sarclage en prélevé. Supposons qu'on dit, bon, on va passer la RCT en prélevé, qui ferait l'action normalement d'un herbicide en prélevé. On atteint en post-levé et au besoin, on corrige avec un herbicide. L'autre option, ce serait d'appliquer l'herbicide en prélevé où est-ce qu'il y a quand même un impact prolongé, puis d'attendre vraiment le moment de ressurgescence de mauvaises herbes et d'intervenir soit avec un RC3 ou un sarcleur, parce que tout dépendamment des types de sol, la pression de mauvaises herbes, ça se peut très, très bien qu'un seul équipement peut être suffisant, puis tout au long de la saison, puis possiblement qu'un seul passage. Et pour les entreprises qui voudraient oser, ils pourraient avoir une option dans le cadre d'une rotation, comme on voit à maïs et céréales, mais d'avoir dans la culture de soya 100% de désherbage mécanique dans le fond, aucune intervention d'herbicide. Ça, c'est très possible parce qu'on le voit très, très bien pour ceux qui, exemple, qui font une transition vers l'agriculture bio. Souvent, dans les 2 à 5 premières années, il n'y en a pas de mauvaises herbes. Les cultures sont excessivement propres et les producteurs ne font presque pas d'intervention mécanique au niveau de leur culture. Donc, ce serait possible d'intervenir juste en sarclant, soit avec l'air cétré, puis en combinaison avec sarcleur. J'ai dit tantôt que le soya, c'était comme plus facile au niveau du sarclage. Par contre, quelqu'un qui dit, bon, mais OK, dans d'autres contextes,
le maïs pourrait être aussi une bonne option pour intégrer le sarclage mécanique parce que l'avantage, le maïs qu'il y aurait par rapport au soya, c'est qu'il y aurait peu ou pas de résidus. C'est sûr que le sarclage mécanique ne va pas nécessairement bien avec le mot résidu. Donc, le fait d'avoir un retour soit de céréales ou bien de soya, la pression de résidus est vraiment moindre. Puis, ça pourrait être facile d'intégrer le sarclage mécanique dans cette culture-là. Puis, tout comme le soya, quand j'ai mentionné tantôt, il va bénéficier de la propreté du désherbage chimique qu'il y a eu dans ses précédents culturaux. Puis le maïs, bien, ce serait exactement les mêmes options que dans le soya. Il pourrait avoir soit l'intégration de la RC3 en prélevé, une correction en post-levé au niveau herbicide, un herbicide en prélevé avec un passage de sarcleur en post-levé, ou on ose et on fait 100% désherbage mécanique avec une RC3 en prélevé et un sarcleur en post-levé. Ici, j'ai mis le mot avec et sans faux semis. Dans les faits, c'est que quelqu'un qui dirait OK, moi, je ne veux pas acheter d'équipement, mais je voudrais essayer de réduire sans utiliser trop d'herbicides. Mais il y a l'option aussi de faire un faux semis. Dans le fond, un faux semis, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une distanciation de 2 travails de sol pour stimuler des mauvaises herbes. Puis, dans le fond, c'est un travail superficiel de sol. Supposons on reprend le sol au printemps, on atteint un délai, il va y avoir une stimulation des mauvaises herbes et on vient passer juste avant le semis pour remettre la banque de mauvaises herbes à zéro avant le semis. Donc, c'est ce qui s'appelle un faux semis. Par contre, cette technique-là n'est pas avantageuse pour toutes les cultures. Exemple, au niveau des céréales, on bénéficie davantage à semer plus tôt pour le gain de rendement que pratiquer cette technique-là. Pour le maïs, bien, ça va vraiment dépendre des régions parce qu'il y a des régions que la fenêtre, à partir du moment où est-ce que les sols sont prêts et de préparation de sol est très, très moindre. Donc, il faut adapter les UTM si on veut faire ça. Souvent, ça peut être désavantageux. Donc, c'est plus avantageux dans le sud de la province où est-ce qu'on a une fenêtre très longue pour pouvoir faire des faux semis. Par contre, dans le soya, c'est pas mal plus malléable, puis on peut intégrer cette technique-là. Sinon, si on décide qu'on va vers le sarclage, bien là, je vais décortiquer un petit peu plus chacun des équipements que j'ai parlé tantôt. Donc, au niveau du soya, la RC3, c'est vraiment un équipement très, très versatile. Donc, elle se passe en prélevé, puis après ça, elle se passe en post-levé à partir du moment que les cotylédons sont déployés jusqu'à la floraison. Le seul moment où est-ce qu'on ne passe pas la RC3, dans le fond, c'est au stade crochet où est-ce que la culture est très sensible puis où est-ce qu'on peut créer des dommages. Autrement, ça se passe vraiment partout. C'est très résilient. RC3 dans le maïs, puis je n'ai pas mis de photo pour les céréales, mais c'est la même chose. Au niveau RC3, on ne passe pas le RC3 en post-levé. C'est vraiment en prélevé. Malgré, j'ai dit, on ne passe pas, mais les nouveaux équipements comme les peignes à pression constante vont peut-être offrir la possibilité de le passer en post-levé. C'est ce qu'on va voir en courant de l'année parce que c'est beaucoup moins agressif la manière qui fonctionne que les modèles plus réguliers de RC3. Puis en post-levé, dans le maïs, on va passer plutôt des sarcleurs légers, mi-lourds, là, comme celui-ci. Puis, on ne passe pas ça à partir du moment que le maïs a 2 feuilles jusqu'à environ, dans le fond, la limitation qu'on a à un moment donné, c'est la structure de l'équipement versus la hauteur. On s'arrange pour ne pas briser le maïs. Donc, ça ouvre vraiment une porte assez large pour intervenir. Fait que si on revient à la RC3, au moment où est-ce qu'on dit on fait un passage en prélevé, ça c'est bon pour l'ensemble des cultures. Fait que quand on décide, OK, moi j'investis, je vais utiliser la RC3, en prélevé, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir passer à 1/4 de pouce au-dessus de la semence. Pourquoi 1/4 de pouce? Dans le fond, on vient vraiment remettre la banque de mauvaises herbes à zéro. Si on passe plus haut que ça, plus à la surface du sol, ce qui va arriver, c'est que la zone entre l'endroit où est-ce qu'on a passé et l'espacement où est-ce que la semence, c'est que là, il va y avoir une germination de mauvaises herbes. Puis là, à ce moment-là, le passage n'aura pas été 100% efficace. Donc, c'est vraiment important qu'on soit juste au-dessus de la semence puis qu'on vienne travailler la zone là, où est-ce que les mauvaises herbes vont germer.
Puis aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on le passe, j'ai dit environ 5 jours après le semis. C'est que c'est le moment le plus, dans le fond, on essaie de retarder ce passage-là jusqu'à temps que la semence elle commence à débourrer puis germer pour s'assurer de vraiment frapper un maximum de mauvaises herbes. Si on le fait trop tôt, exemple, on sème puis on passe le peigne ou la RC-trille 2 jours après le semis, ce qui va arriver encore là, c'est qu'il va y avoir des mauvaises herbes qui vont germer jusqu'à temps que la semence débourre et lève. Puis, dans l'extrême, il ne faut pas non plus ajuster le peigne trop creux pour ne pas déplacer la semence ou endommager les semences qui auraient commencé à débourrer. Donc, on vise pratiquement 100 de destruction là, quand on dit c'est un passage qui est efficace. C'est un des passages les plus importants là, quand on est exclusivement en désherbage mécanique. Donc, quand le passage est fait, normalement, il faut voir les cotylédons, là, les petits cotylédons, les fils blancs à la surface ou quand on fouille un petit peu dans le sol, on voit qu'ils ont tous été bien délogés. Fait que là, à ce moment-là, on voit que la culture, elle va prendre une avance par rapport aux mauvaises herbes. En post-levé, je vais parler uniquement du soya parce qu'on ne le passe pas dans les autres cultures. En post-levé, même chose, on va, dans le fond, on s'assure de passer cet équipement-là. C'est un équipement très versatile, rapide. Puis, on le passe à peine un demi-pouce à 1 pouce. Dans le fond, la profondeur, on ne va pas très profond. Dans le fond, le but, c'est simplement de venir déloger les mauvaises herbes. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'aller profond pour bien les déloger. Donc, c'est un passage relativement superficiel. Puis, tout ce qu'on fait au niveau du peigne, c'est on fait très attention à l'angle d'attaque puis la pression qu'on va mettre au sol pour ne pas briser la culture. Dans les faits, comme ceci, ce qu'on voit, c'est que c'est un angle plutôt vertical, ce qui fait que la plante elle va vraiment se déplacer au travers des doigts, tandis que si on avait un angle plus horizontal, mais là, à ce moment-là, le soya aurait tendance à coucher et on pourrait l'endommager. Mais c'est très efficace pour lutter contre les mauvaises herbes. Puis aussi, ce que je voulais mentionner aussi dans cette photo-là, c'est que des fois, on pourrait penser que le contrôle mécanique pourrait assécher un sol, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe parce que le fait de briser la petite surface de sol, on crée un effet paillage, puis on brise la capillarité. Puis dans le cas contraire, ça retient plus d'humidité. Des sols cerclés comme l'été passé qu'on a vécu la sécheresse, normalement, ils vont souffrir moins du manque d'eau qu'un sol où est-ce qu'il n'a pas été perturbé. Ici, dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est simplement qu'il existe des RC-trées où est-ce que le dégagement entre la structure et le sol est vraiment important, ce qui ouvre la porte vraiment à aller cercler jusqu'à temps que le soya soit en floraison. Donc, si l'herbicide en prélevé fait son effet très longtemps dans la saison, mais quelqu'un pourrait intervenir à des stades vraiment avancés au niveau de la culture, quasiment jusqu'à temps que les rangs se referment. Par contre, la RC-trille, elle a des limites. Il y a des moments où est-ce qu'elle n'ira pas de manière optimale. Dans le fond, ce n'est pas un équipement qui est fait pour aller avec les résidus. S'il y a beaucoup de résidus, ça va s'accumuler, ça risque de faire des amoncellements puis briser la culture. Même chose pour des sols motteux. Si la préparation du sol n'a pas été bien faite au printemps puis il y a vraiment beaucoup de mottes, les doigts de peigne ne vont pas vraiment bien circuler à l'intérieur des mottes. Puis l'autre effet que ça fait, c'est que souvent, les doigts de peigne vont projeter les mottes sur la culture, donc il peut risquer de l'endommager. Si un sol est croûté, les doigts de peigne ne seront pas assez forts pour pénétrer des sols très croûtés. Donc, il n'y aura tout simplement pas d'effet de la RC-trille. Dernière chose, c'est supposons que la préparation de sol n'est pas assez ferme au printemps lors du semis, puis il y a des importants sillons qui sont créés suite au passage du semoir ou du planteur. Ce que ça va faire, dans le fond, c'est que la RC-trille, elle va passer puis elle va mettre à niveau le sol. Fait que si, exemple, une semence est semée à 1,5 pouce, bien, avec le passage de trille, on peut venir mettre 1,5 pouce de sol par-dessus la semence qui va déstabiliser la levée puis rendre inégale la levée. Puis c'est pas ce qu'on souhaite. Fait qu'à ce moment-là, on s'arrange d'avoir une fermeté plus importante lors du semis pour éviter d'avoir des importants sillons. Au niveau du cercleur, le cercleur au niveau du soya, dans le fond, quand on parle de cercleur de type léger, on va l'utiliser à partir du moment que les 2 premières feuilles, dans le fond, c'est un stade très jeune, jusqu'à temps que l'équipement nous nuit ou que les rangs soient en train de fermer. Donc, il y a vraiment encore là une fenêtre grande pour utiliser ces équipements-là.
Fait qu'on voit ici, c'est un exemple, là, le soya est un très jeune stade. On passe très, très près de la culture avec les équipements. Puis, j'ai mis une petite buse avec un arrosage. Quelqu'un qui voudrait introduire le désherbage en bande, mais il n'y aurait que cette petite largeur-là à intervenir. Donc, c'est vraiment ça pourrait être vraiment plus étroit qu'à l'époque. Même chose, le soya ici est un stade un petit peu plus avancé. On voit que le producteur passait à peine à 2 pouces chaque barre. Donc, quelqu'un qui dirait, bon, ben moi, je veux introduire du désherbage en bande, il pourrait entretenir seulement une bande de 4 pouces et désherber mécaniquement le reste du champ. Puis, je vous montre aussi, c'est un petit vidéo là, qui vous montre l'effet des doigts sarcleurs là, sur du soya relativement avancé. C'est pour vous dire qu'on a vraiment des palettes importantes d'options pour passer ces équipements-là. Ça se peut que le vidéo lag là, selon votre vitesse Internet. Donc, dans ce cas-là, c'est comme un dernier nettoyage avant que les rangs se ferment. J'ai été trop vite. Au niveau du maïs, c'est la même chose. Les équipements sont suffisamment sophistiqués. On va commencer à passer vraiment aussitôt que les 2 petites feuilles. Si on dit on fait un herbicide en prélevé, puis on décide de passer, ça se peut que ce soit seulement un passage. Fait qu'à un seul passage, on pourrait désherber, soit puis attendre le maximum. Je vous montre le minimum sur la photo. Mais si on attend à une hauteur appréciable, on peut en profiter pour faire en un seul passage l'intégration des engrais verts. Comme dans ce cas-ci, le producteur il a disposé d'un semoir à l'air, puis il a déposé des unités dans chacun des entrerangs. Puis le fait que, bon, il y a les pattes vont à l'avant, ils vont créer de l'ami. Puis normalement, la patte arrière, où est-ce que le semoir va créer une petite épaisseur de terre sur la semence pour assurer le contact sol-semence, ce qui est une très belle façon pour intégrer des engrais verts. Puis à ce moment-là, on fait ça lors du dernier sarclage. Là, on arrive dans les cas de figure. Cas de figure, résidus. C'est sûr qu'on arrive, il y a plusieurs d'entre vous probablement qui sont en travail minimum, donc ils ont beaucoup de résidus à gérer. Au niveau du sarclage mécanique, je vous présente les différentes options. Dans le fond, c'est sûr que la SCT, comme je disais tantôt, ne fonctionne pas bien dans les résidus. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les résidus coincent exactement où est-ce qu'il y a l'angle ici. Ils vont s'accumuler, puis à force de s'accumuler, là, ils vont briser la culture. Par contre, ça dépend vraiment des types de sols. Il peut y avoir une variabilité. Une des options qu'on peut faire pour diminuer cet impact-là, c'est que les compagnies qui vendent les RC-Tri, il y a l'option d'avoir des dents complètement droits. À ce moment-là, on enlève cette restriction-là, puis les résidus vont mieux circuler. Ça, c'est une option. Mais ici, je vous présente un cas de figure d'une entreprise qui est en sol très léger, où est-ce qu'il a seulement déchaumé son maïs, donc il y a des résidus de maïs. Il a décidé de passer pareil, ce sarcleur-là, comme ça. Puis, ça va quand même relativement bien. Ça n'a pas créé de dommages. Je vous présente une vidéo encore. Fait qu'on voit qu'il y a une accumulation de résidus, mais au niveau de la culture, le soya, comme je vous disais, il est très, très résilient. Donc, il passe à travers les doigts de peigne, puis il est entièrement intact en arrière. Donc, il n'y a pas de dommage qui s'est créé, puis il n'y a pas davantage d'accumulation de résidus qu'on voit là, au fur et à mesure de son passage. Puis, l'effet de son passage a été adéquat, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les fils blancs et les mauvaises herbes qui ont été délogées. Donc, malgré la présence de résidus, le peigne a quand même bien travaillé. Au niveau des sarcleurs, c'est la même chose. Les nouveaux sarcleurs sont très, très précis, etc., mais ne riment pas nécessairement avec quantité de résidus. Parce que les résidus, les pattes sont quand même relativement rapprochées. Fait que s'il y a beaucoup de résidus, tout dépendamment de la longueur, ça peut s'accumuler sur les pattes. Là où est-ce que ça s'accumule le plus, c'est entre la patte et la tôle protectrice. Puis à ce moment-là, ça va vraiment endommager, puis ça risque de même crocher la tôle. Un autre endroit où est-ce que ça s'accumule, c'est carrément en avant de la tôle ici, parce que normalement, on protège la culture, on a juste les tôles qui sont vraiment plutôt près du sol. Donc, s'il y a des résidus, il peut y avoir une accumulation puis un bourrage qui se crée.
Pour contrer ça, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont imaginatifs, qui n'achètent pas nécessairement des équipements neufs. Donc, il y a moyen quand même d'adapter des équipements, mais on est tous dans le domaine de l'innovation. Comme exemple, ici, c'est un cercleur de type Milo avec une patte en C à l'arrière qui est relativement dégagé de l'avant. Il y aurait une possibilité de prendre des disques Ottawa puis de venir les mettre à l'avant, puis de distancer, puis ce serait un équipement qui fonctionnerait là, au niveau des résidus. Même chose pour les tôles protectrices. Ces tôles-là peuvent être remplacées. Il y a certaines compagnies qui vont, au lieu d'avoir des tôles sur leur cercleur, ils ont des espèces de disques comme ça, cannelés, qui circulent, qui roulent quand même malgré les obstacles. Donc, c'est aussi une adaptation qui peut être mise sur un cercleur là, au lieu de tôles là, pour protéger le rang. Puis aussi, en faisant mes recherches pour cette présentation, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de développement au niveau des cercleurs parce qu'ils ont beaucoup de résistance au niveau des herbicides. Puis une des façons de couper la résistance, c'est de procéder au sarclage. Donc, les compagnies ont quand même réintégré des cercleurs, des nouveaux types de cercleurs en fonction des résidus. Donc, je vous dresse la liste de 3 types de cercleurs là, qui fonctionnent. Ici, c'est un cercleur à roulettes, dans le fond, que les roulettes peuvent s'ajuster plus ou moins rapprochées du rang avec une patte arrière qui fonctionne avec peu à modéré de résidus. Au début, je vous ai présenté le cercleur lourd. Le cercleur lourd, anciennement, à Heineken, ils ont fait un nouveau cercleur qui est plus évolué, si on veut, qui fonctionne dans des résidus modérés à beaucoup. Dans les faits, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interchangé la tôle protectrice pour un disque concave, un disque Ottawa pour protéger la culture. Il y a aussi un autre disque Ottawa ici. Dans le fond, ça tranche les résidus avant le passage, qui permet vraiment là, de dégager là, pour le passage de la pâte puis entretenir l'entre-rang. Donc, c'est vraiment conçu pour fonctionner avec les résidus. Puis ici, c'est une autre compagnie là, que ça serait le plus performant là, des cercleurs au niveau là, des résidus. Même principe que le Heineken. Il y a vraiment un dégagement important là, entre les unités de travail à la pâte. Il offre une multitude de combinaisons possibles, autant au niveau là, de la roue qui sert d'ajuster la profondeur. Ça peut être un disque, il y a les cutaways, il y a des protège-rangs. Puis je vous le montre en action. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment une multitude de possibilités, je pense, au niveau des cercleurs aujourd'hui pour réintégrer le cerclage. Ici, je vous parle d'une option parce qu'on est vraiment dans la nouveauté. Il y a plusieurs entreprises qui veulent innover, garder des couverts vivants. Je pense que ça, c'est une option qui pourrait être aussi intéressante pour la diminution des herbicides. C'est un équipement que à peine 2 producteurs qui ont importé l'année dernière. Dans le fond, ça s'appelle Orbis de la compagnie Rollensem. Ça a été inventé suite à une observation de producteurs là, qui constatait qu'au bout, quand il tournait avec son tracteur, l'effet de la roue brisait la culture. Donc, eux, ce qu'ils ont inventé, c'est vraiment une série de roulettes qui travaillent à angle, puis qui va détruire ou ralentir la culture par une action de ripage. Dans le fond, selon qu'on l'ajuste, on peut seulement ralentir la culture, aller jusqu'à travailler le sol selon la pression qu'on va y mettre au niveau de la hauteur. Puis on voit ici ce que ça fait au niveau là, de la tige. Dans le fond, ça va vraiment endommager là, les tissus extérieurs, ce qui va ralentir. Fait que je vous le montre en action. Le producteur en soi, il l'a reçu à l'automne, fait qu'il l'a passé dans un champ de seigle d'automne. Ça devrait démarrer sous peu. Donc,
C'est ça, le Orbis, dans les faits, c'est ça, il va vraiment ralentir, comme ici, dans le cas du seigle, il a ralenti, c'était le lendemain d'un passage. Puis ici, il avait ajusté plus agressif, donc on voit que ça peut vraiment là, aller déloger de la terre. Même chose pour un champ de luzerne. Dans le fond, après un passage, on voit que la luzerne est affectée, mais après 2 passages, ça le ralentit drôlement. Donc, la stratégie de ce producteur-là, là, lui, ce qu'il veut faire, qui est intéressant, c'est qu'il va entretenir seulement un 10 pouces où est-ce qu'il va semer sa culture. Puis le reste du couvert, l'entre-rang, il va le maintenir vivant, donc à l'aide de l'orbis. Fait qu'il va soit le ralentir ou, dans le cas du seigle, il va faire la technique là, du seigle roulé pour maintenir son entre-rang propre. Puis, au niveau là, de la surface semée, bien, il compte sur un streptile là, pour vraiment aménager là, son lit de semences. Puis, au niveau sarclage, la même chose, là, il est doté d'un équipement là, avec l'unité sur le rang qui va, lui, il va tout simplement enlever les pattes dans l'entre-rang, puis compter sur les disques Ottaway, les lames le lièvre, puis les doigts sarcleurs là, pour maintenir le champ propre. Donc, c'est une autre option aussi là, si on veut réduire l'application des herbicides. Ici, je me suis, dans le fond, j'ai calculé là, à partir de coûts à forfait, là, à partir de données du CRAAC, la comparaison entre le sarclage et la pulvérisation. Donc, c'est sûr que vous pourrez adapter ces chiffres-là en fonction de votre entreprise. Fait que j'ai mis au niveau sarclage, plus exemple des cas extrêmes. C'est-à-dire qu'on dans le soyon, on irait avec un passage de sarcleur plus 2 passages de S étrillé. Dans le maïs, 2 passages de sarcleur et un passage. C'est sûr que si selon vos banques de semences et de mauvaises herbes, ça pourrait arriver que vous ayez vraiment moins de passages à effectuer, mais en comparant aussi avec des applications, une application d'herbicide pour les cultures transgéniques et 2 applications pour du soya IP. Donc, si on regarde au niveau autant soya que maïs, au niveau coût seulement, on arrive à peu près au même coût. Donc, le fait de sarcler, on est environ au même coût là, si on fait plusieurs passages. Par contre, on sait très bien que de plus en plus d'entreprises que malgré qu'ils font des cultures Roundup Ready, vont appliquer plus d'une fois. Donc, c'est sûr que ici, l'écart serait plus grand. Au niveau soya IP, c'est là qu'on voit une démarcation plus grande, étant donné qu'il y a vraiment 2 passages de produits différents. On arrive à un total de 130 $ à l'hectare pour la surface là, qui serait par hectare pour la pulvérisation versus le 61 $ là, pour du sarclage mécanique. Fait qu'à ce moment-là, au niveau sarclage, ça peut tomber économiquement intéressant. C'est sûr que ces coûts-là ne calculent pas le temps. C'est vrai que si on fait, exemple, 3 passages versus un passage, ça prend plus de temps. Mais à ce moment-là, on tombe avec un choix là, écologique de vouloir diminuer les herbicides et le fait aussi de couper le cycle des mauvaises herbes là, par du sarclage. Mais au niveau coût à forfait, on tombe avec les mêmes coûts. Par contre, c'est sûr que là, on dit on veut commencer du sarclage. Il y a des considérations économiques. On parle d'acquisition de sarcleur, on parle d'acquisition de système de guidage. On parle aussi là, un élément qui est souvent peu mentionné, mais qui est quand même considérable. Il faut aussi adapter les tracteurs pour qu'ils puissent circuler dans l'entre-rang. Donc, la largeur des roues et aussi l'empattement pour qu'on puisse circuler à l'intérieur des rangs de 30 pouces. Souvent, des entreprises, exemple, qui débutent des conversions, ils ont toute cette adaptation à faire au niveau de leur tracteur. Fait que dans le fond, ce qui m'amène, je pense que Julie vous en a parlé au niveau là, de mon moment d'absence, mais ce qui m'amène à vous parler là, du réseau de fermes témoins, dans le fond, il y a plusieurs cas de figure que je vous ai présentés aujourd'hui, dont le producteur qui gère ses résidus et le Orbis, qui font partie de ce réseau-là, qui a 18 entreprises là, qui sont là pour répondre à vos questions. Si vous voulez aller visiter, voir les équipements, il y a plusieurs d'entre eux qui étaient en semi-direct avant, qui ont fait une transition. Donc, ils sont vraiment au fait de qu'est-ce que le sarclage mécanique et ils comprennent la situation. Fait qu'ils pourraient vraiment vous orienter à la fois dans la modification d'équipements ou simplement pour aller voir les équipements qu'eux, ils ont. Fait que voilà. Merci. Donc, merci beaucoup, Muriel, pour cette belle présentation. Donc, Stéphanie, on va procéder à la période de questions. On va peut-être dépasser, selon le nombre de questions, là, vu peut-être un peu plus, on va dépasser un peu 11 heures, là, selon le nombre de questions pour permettre de bien répondre, là, étant donné qu'on a eu un petit contretemps.
Oui, merci. Donc, premier, en fait, c'est un commentaire que je vais tourner en question, Muriel. Fait que ça vient de Gilles. On n'a pas toujours les bonnes conditions climatiques pour faire le passage du peigne. Fait que ça, c'est son commentaire. Fait que j'aurais le goût de te demander, dans un tel contexte, qu'est-ce que tu recommandes? OK, je vais répondre, ça dépend. Non, Oui, c'est non sûr. mais c'est sûr que, exemple, si on est en prélevé, on dit on veut passer un peigne en prélevé puis on n'a pas les conditions. C'est sûr que tantôt, j'ai mentionné qu'il fallait attendre 5 jours environ, le maximum. Mais les interventions de cerclage mécanique, c'est toujours en fonction de la météo. Fait que s'il annonce la pluie, on est mieux de faire le passage que de ne pas le faire quand on passe à ce niveau-là. Puis tandis qu'en passe levé, mais c'est sûr que comme je vous mentionnais, la fenêtre est excessivement large. Puis comme les champs vont être relativement propres dû aux précédents, les applications précédentes, je pense qu'il n'y en a pas de limite au niveau de la météo. Contrairement, par exemple, en régie biologique, que là, il y a des limites parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'intervenir. Mais à ce moment-là, autant au niveau RC3, ça laisse vraiment une fenêtre très, très large pour intervenir. C'est bon, merci. Il y a une question de Daniel Breton. Quels sont les effets de la structure de sol en surface lors des passages répétés de sarclage? Puis là, il rajoute, j'imagine qu'une croûte de battance peut nuire à l'infiltration de l'eau si le nombre de passages est trop nombreux. Fait que par rapport à la structure de sol, Bien, qu'est-ce que c'est tu ça, aurais dans à le fond, dire? j'ai parlé au niveau du peigne, mais c'est la même chose au niveau des cercleurs. C'est que dans les faits, c'est que les nouveaux cercleurs, c'est sûr que quand on parlait de cercleur et équerre, effectivement, c'est vraiment une patte, exemple, d'entre 15 et 23 pouces, puis tout dépendamment, avant ça, on misait juste sur cet équipement-là pour passer, puis ça faisait une zone de lissage. Mais maintenant, les nouveaux cercleurs, les cercleurs légers, c'est 5 pattes, c'est distribué, ça ne fait pas vraiment de lissage. Puis on travaille vraiment la zone superficielle. Comme je dis, on ne va pas en Chine, on travaille vraiment toujours la même zone d'un demi-pouce, un pouce, juste pour dire qu'on va déloger. Donc, on va vraiment pas profond. Un ajustement profond, ça va nuire, dans le fond, ça va nuire à la qualité du passage, à la destruction des mauvaises herbes. Ce n'est pas la façon d'ajuster un équipement. Donc, on va vraiment superficiel juste pour dire qu'on vient déloger nos mauvaises herbes. Je pense que c'est un point super important par rapport à ce qui se faisait avant. Ouais. OK. Maintenant, Hubert Martel, on parle souvent de limiter le travail de sol en période de sécheresse et privilégier le semi-direct, par exemple, dans les céréales. Le passage de la RC3 après le semis pourrait donc être bénéfique pour briser la surface du sol légèrement. Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de la céréale, dans le fond? Ouais, ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Le passage, dans le fond, au niveau de la céréale, j'en ai peu parlé parce que c'est sûr que je me suis concentrée sur les 2 cultures principales, mais SEA, céréales, là, ça va vraiment dépendre de la région parce que, comme je disais tantôt, plus on sème tôt, dans le sud de la province, ils font, même en bio, ils font aucune intervention. Donc, on mise vraiment sur la compétition de la culture. Fait que là, puis normalement, on a quand même, en prélevé, on a la mie déjà. Fait que c'est pas là que ça croûte nécessairement, à moins qu'on a des années où est-ce qu'il y a mouillé, puis ça, puis là, la semence, elle reste dans le sol longtemps avant de germer, là, ou que la profondeur de semis, elle était trop creux. Mais dans des conditions relativement normales, ça l'arrive plus ou moins. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment d'avantage à passer le peigne juste pour améliorer la pénétration de l'eau. Non. Bernard Fontaine, jusqu'à quelle distance durant pouvons-nous passer les doigts sarcleurs sans nuire au soya en situation de travail au champ? Bien, c'est ça. Il y a 2 stratégies là, au niveau des doigts sarcleurs. Dans le fond, il y a la stratégie qui est appelée stratégie québécoise par les Européens, qui sont des ajustés à environ à 6 pouces, dans le fond, 3 pouces de part et d'autre de la culture. Puis ça, dans le fond, ce qu'on mise avec cet ajustement-là, c'est de faire un petit billon sur la culture. Donc, au lieu d'aller déloger les mauvaises herbes, on vient les enterrer puis les étouffer. Fait que ça, c'est une stratégie de désherbage. Par contre, il y a la stratégie européenne, c'est le vidéo que je vous ai montré, qui est vraiment d'entrecroiser les dents ensemble. Puis là, à ce moment-là, on vient vraiment déloger. Ça, par contre, on l'a déjà essayé au niveau des stades plus jeunes de la culture, puis ça crée des dommages. C'est quand même assez agressif. Mais un stade avancé, comme je vous ai montré, le soya est très, très capable d'assimiler ce passage-là. OK, merci. Il y a Gilles qui fait un commentaire. Donc, dommage que vos photos et vidéos présentent des sols propres où il n'y a pas d'intervention à faire. Il faudrait faire ces présentations sur des champs infestés de mauvaises herbes. Fait que là, j'aimerais ça savoir, Muriel, est-ce que c'est parce que votre désherbage est top ou si vraiment vous étiez dans des champs très propres?
Non, c'est surprenant. Il y a des situations où est-ce que des champs, ça fait très, très longtemps qu'ils ont des banques effrayantes de mauvaises herbes, mais c'est juste une accumulation. C'est parce que maintenant, les entreprises sont très, je pense, très consciencieuses. Puis justement, les équipements de désherbage sont rendus tellement évolués que les applications, c'est un peu comme une application d'herbicide au bon moment. Là. Dans les faits, c'est qu'il y a des moments privilégiés, des stades de culture puis des stades de mauvaises herbes à privilégier où est-ce que le coût va vraiment porter. Puis justement, j'ai une anecdote à compter. Une des fermes témoins, justement, le producteur qui a le Orbis, lui, il dit, parce que j'y parlais entre autres des coûts à forfait, là, des herbicides, puis tout ça, j'avais besoin d'avoir un son de cloche là-dessus. Puis il me dit, moi, depuis que je suis en bio, je ne fais pas plus de passages qu'avant. Mais là, je dis, c'est peut-être plus toi. Mais je veux dire, quelqu'un qui fait vraiment très consciencieux dans ses passages, entre guillemets, lui, dans son résultat, dans son entreprise, mais il n'y a pas plus d'intervention qu'avant. Dans le fond, si avant, il faisait 2 pulvérisations, aujourd'hui, il fait 2 coups de sarcleur. Il est en mécanique. Il les a changés. Mais il les a juste substitués. Oui, c'est intéressant. Il y a quand même une expertise qui s'est bâtie au fil des années aussi au Québec c'est ça. qui aide beaucoup les producteurs. J'ai sélectionné les champs propres. Là, c'est le paysage maintenant qu'on voit beaucoup plus. Puis ça, on le voit davantage depuis les 5 dernières années. Il y a vraiment eu une évolution là, fulgurante là, dans les 5 dernières années. Là. Bien, fantastique. Commentaire de Maryse Leblanc maintenant. Pourquoi tu ne recommandes pas le passage de la RC-Tri en post-levé du maïs? Maryse mentionne qu'elle l'utilise, la RC-Tri en post-levé du maïs et dans le maïs grain et même dans le maïs sucré et qu'elle n'observe pas de dommages. Bien, ça va dépendre vraiment de la vitesse. En tout cas, c'est l'ensemble des entreprises où est-ce qu'on l'a expérimenté, généralement, il y a des dommages. C'est vraiment ça. Fait que, il y a des types de peignes, entre autres, que les dents vont être plus minces. Au lieu d'avoir, exemple, de 8 mm de circonférence, sont 7, sont plus légères. Puis, dans des types de sols un peu plus légers, en ralentissant la vitesse, on pourrait toujours le passer, mais des fois, c'est qu'on va tellement hypothéquer en essayant d'ajuster la vitesse, etc., que c'est mieux d'utiliser un sarcleur avec des doigts cresse rendu là. C'est plus là. Mais, comme je disais, les nouveaux peignes à pression constante vont probablement offrir cette opportunité-là. Ça va être un dossier à suivre. OK, c'est à suivre. C'est Steve Tousignan. Je sème toujours des céréales, surtout de l'avoine et du soya plein champ. Est-ce que la RC-Tri serait conseillée dans cette situation? Sinon, si tu considères que non, quel sarcleur est-ce qu'il pourrait utiliser? OK. Bien, c'est sûr que pour le soya plein champ, effectivement, il y en a qui fonctionnent avec la RC-Tri. C'est très faisable. C'est juste que c'est ça, à ce moment-là, il faut être plus vigilant parce qu'il n'y a pas d'autre, on ne peut pas revenir avec un autre type d'équipement. Mais par contre, dans le base d'une rotation, il va être aussi propre qu'une culture, exemple, aux 30 pouces. Donc, effectivement, on peut possiblement là, vraiment y aller juste seulement avec la RC-Tri. Puis, je n'ai pas parlé là, dans le cadre de la conférence, là, je rajoute ça, mais au niveau sarcleur, c'est sûr que tous mes exemples, c'était aux 30 pouces, mais il existe, ces équipements-là sont faits pour s'adapter en largeur. Exemple, quelqu'un, son setup, il serait aux 20 pouces ou aux 15 pouces. Il y a moyen d'adapter ça en fonction de la largeur aussi. Toutes les structures de ces types d'équipements-là s'adaptent. Super, c'est bon à savoir. Denis Ruel, question, dans une gestion efficace et optimale, quelle est la superficie à viser pour obtenir satisfaction de ces équipements? Par exemple, pour un équipement et un travailleur pour une saison de désherbage. OK. Bien, je vais répondre à la question, puis je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais supposons, parce que là, j'ai passé des cas de figure, mettons, en régie conventionnelle. Mais en régie bio, supposons que quelqu'un est 100% en désherbage mécanique, il faut s'assurer de faire le tour de ses champs ou le tour d'une culture en pas plus qu'un jour et demi pour être entièrement efficace et être au bon moment. OK. On pourrait faire des règles de 3 là, puis adapter ça. Mais grosso modo, c'est ça. Si on veut calculer le temps nécessaire, il faut être capable de faire le tour de la culture en une journée et demie. OK. Bien, ça donne une bonne idée. À quelque part, en conventionnel, il faut que ça soit aussi efficace, sinon tu manques des mauvaises herbes. Oui, exactement. Mais c'est simplement que là, on tombe avec une culture, puis souvent, les producteurs ils vont ajuster leur largeur de travail, etc., pour être capable de rentrer dans ce modèle-là. Puis après ça, ben, ça va avec la main-d'œuvre. Oui, la main-d'œuvre. Marcel qui nous dit, pouvez-vous nous parler du travail de la houe, la picoteuse, en remplacement de la RC-Tri?
Oui, je peux en parler. La Je ne l'ai bonne pas vieille glissé parce picoteuse. qu'on n'aime pas la houe. Non, c'est pas vrai. Mais la houe, c'est sûr qu'elle aurait peut-être un petit peu plus fonctionné dans certains cas avec les résidus, malgré que dans des résidus de maïs, souvent, le pic va rentrer, puis là, il y a quand même des accumulations. Mais d'ordre général, une houe rotative, c'est vraiment moins efficace. C'est moins efficace dans des sols plus légers. Supposons qu'on parle encore là, mon expérience Régie Bio. Souvent, ça va être dans le coffre d'outils, entre autres, tantôt quand j'ai parlé de sol croûté. Les producteurs vont passer ça pour décrouter pour améliorer le passage de la RC-treillis. Mais autrement, comme sarclage, la distance entre les unités est souvent très large, les houes conventionnelles. Il y a plusieurs entreprises qui ont innové en faisant des houes doubles qu'on appelle. Ils ont tout simplement dédoublé les houes pour avoir davantage de houes. Mais c'est basé sur des équipements qui ont besoin vraiment beaucoup, beaucoup d'entretien. Donc, les producteurs ils ont beaucoup laissé cet équipement-là. En Europe, il existe des houes avec des disques en fonte, là, très, très, très résistantes, mais encore là, c'est assez large comme dégagement. Puis, c'est un équipement qui est très dispendieux. Donc, c'est plus ou moins assez versatile pour dire qu'il y a un avantage par rapport à la RC-treillis. Merci pour cette bonne réponse. Julie, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui. D'accord. Jean-Jacques, un passage de Orbis en pré-semis et post-levée en pleine largeur avant la levée de la céréale pourrait-il contrôler un couvert permanent de luzerne ou lotier en production bio? Hey, c'est une super bonne question. J'adore cette question-là. Il va falloir l'expérimenter parce que là, comme est arrivé au Québec le 27 septembre dernier, ça va être expérimenté. Mais c'est ça, j'ai vraiment confiance à ralentir. Mais après ça, l'entreprise qui a acheté ça, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il il y a plusieurs cultures puis il y a plusieurs couverts végétaux. Fait que je pense qu'au courant de l'année, on va en avoir davantage. Mais pour le moment, là, j'aurais de la misère à répondre à la question. Bien, c'est à suivre. Est-ce que j'ai le OK pour. Tu m'arrêtes? Oui, tu peux en prendre une autre OK. encore. Oui. OK. Alors, il y a M. Gilles qui nous dit dans les secteurs plus à l'est, on doit intervenir dans les céréales. Exemple, la matricaire est très agressive. Ah, je pense que c'est plus un commentaire, mais tu as peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ce commentaire-là? Par rapport à la céréale, oui. Puis la matricaire. OK. C'est sûr que quand on parle des régions où est-ce qu'il y a plus de céréales, les options de sarclage mécanique ne sont encore pas nécessairement très développées. Parce que dans les faits, c'est sûr qu'au Québec, on utilise principalement la RC-treillis, puis on va l'utiliser en pré-levé. En post-levé, comme je disais, ça fait souvent plus de dommages que de gains. Par contre, il y a des équipements qui existent avec des sarcleurs adaptés là, qui peuvent passer à l'intérieur de 6-7 pouces. Il y a une entreprise qui a fait une acquisition l'année dernière là, en Mauricie. Ça va être à suivre, voir si ça peut offrir un contrôle mécanique intéressant. Puis encore là, ben, le principe va rester le même que les autres cultures, puis peu importe la mauvaise herbe, là, parce qu'après ça, c'est seulement le timing en fonction de la mauvaise herbe, puis ce qu'on fait là, au niveau de la culture. OK, c'est bon. Il en resterait une, Julie. Je ne sais pas si tu veux qu'on va avoir fait le tour de toutes les questions, Muriel. Passer un rouleau plat après le semis uniformiserait l'émergence des fils blancs pour un meilleur rendement du peigne ou si ça risque de créer le croûtage, selon toi? OK, mais dans le fond, là, le passage du rouleau après semis, souvent, c'est plus problématique que de le passer en pré-semis. Parce que supposons que le semoir, il a semé, puis là, il y a des sillons qui se sont créés. Le fait de passer le rouleau, ben, on vient caler encore plus la semence, mais des fois, on vient varier la hauteur. Tandis que si on passe un rouleau en pré-semis, puis là, à ce moment-là, on vient mettre une pression adéquate. C'est là qu'on n'a pas nos cavités, là, puis les passages seraient mieux. Mais effectivement, le passage de rouleau peut on vient mettre un contact sol-semence, fait que ça stimule la germination, mais c'est mieux de le faire avant le semis qu'après le semis. C'est good, merci. Alors, ça fait le tour des questions. Merci tout le monde pour vos super bonnes questions intéressantes. Merci Stéphanie pour avoir géré les questions. Merci Muriel pour ta belle présentation. Donc, ça met fin à cette troisième séance des webinaires Grande Culture. Vous avez été tout près de 300 participants là, à certains moments là, de la conférence. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir participé en si grand nombre. Merci aux conférencières
ainsi qu'au comité organisateur. Vous allez recevoir par courriel bientôt un court sondage. Nous apprécierons beaucoup que vous preniez quelques minutes pour y répondre, pour nous donner vos commentaires. On se donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 26 janvier sous la thématique « Bilan après 10 ans de caravane santé des sols ». Comme pour ce webinaire, vous devez vous être inscrit via le point de vente pour recevoir le lien Zoom. Au nom du comité organisateur, merci à tous et bonne journée.